Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 173 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui c'est l'hebdo, semaine 1 de la saison 2024. Alors, comment allez-vous ? On s'installe aujourd'hui tranquillement pour notre nouveau format. J'espère que tout va bien de par chez vous. J'espère que vous êtes en grande forme et que la NBA, depuis 4-5 jours, ne vous a pas déjà fatigué comme ça peut être le cas pour certains. Peut-être moi, je ne sais pas. Non, on a les batteries pleines, on est en début de saison et justement, nouvelle saison, nouveau défi sur le Basket Lab et donc nouveau format. Plutôt l'inverse, ce format qui va être notre défi pour la saison. Tous les lundis matins, nous allons nous retrouver pour l'hebdo du Basket Lab. L'hebdomadaire du Basket Lab tous les lundis matins. Alors, pourquoi parler d'hebdo alors que sur un podcast où on a déjà un podcast tous les 2 jours en ce moment et donc 3 ou 4 par semaine ? Non, le but de l'hebdo, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'hebdo ? C'est parce que l'objectif est d'avoir une hebdomadaire d'actualité. Et même plus que ça, une hebdomadaire tactique sur de l'actualité et de la tactique sur une temporalité relativement proche. Puisque, vous le savez peut-être, mais le podcast a 2 ans maintenant, et depuis 2 ans, on est sur des thématiques soit très théoriques et très, très générales sur le Basket Lab. On parle de profil de joueurs, on parle de théorie du jeu, on parle de statistiques un peu globales, de comment construire une équipe, d'évolution de rôle, etc. Ou alors on met parfois un pied dans l'actu, avec des previews, comme on a fait récemment, avec des équipes où on parle des joueurs d'une certaine équipe. On l'a fait pour OKC ou pour Memphis, par exemple, avec des équipes très jeunes. Là, cet été, on a fait un top 100, que d'ailleurs, on n'a pas fini et qu'il faudrait finir. Mais voilà, grosso modo, le Basket Lab, depuis 2 ans, c'est une émission un peu... Je crois que j'ai déjà utilisé l'expression, mais c'est un peu un magazine de sujets légèrement en parallèle de l'actu. Là, le défi, avec l'hebdo, c'est d'être dans l'actu. Chaque lundi matin, un podcast hebdomadaire sur les matchs de la semaine. Notamment. C'est pour ça que ce ne sera pas exclusivement tactique. Il y a aussi de l'actu à une échelle plus générale, c'est-à-dire parler des news de la semaine, vous allez voir, faire des petits quiz sur ce qui s'est passé sur la semaine, ça c'est toujours aussi marrant, faire des petites sections où on peut parler de stats, une stat qu'on a envie de relever cette semaine-là, ou un petit scouting report sur un jeune joueur ou un joueur moins jeune. D'ailleurs, faire un petit focus, vous allez voir toutes les rubriques, je vais vous expliquer. Les questions auditeurs, d'ailleurs, on en reparlera. Les questions auditeurs très importants dans ce format hebdo. Et surtout, tout de même, une grande partie dédiée donc au match de la semaine. Parce que c'est vrai que, et d'ailleurs je suis le premier à le faire, dans l'analyse basket, je trouve qu'on est très souvent à une échelle macroscopique. C'est-à-dire comment se comporte telle équipe depuis le début de saison. On parle de l'entièreté de la saison, comment se comporte, à quel niveau est un tel joueur. On va parler de ce joueur dans sa globalité, son efficacité générale, comment est-ce qu'il se comporte sur drive, ou au catch and shoot, ou au pull-up depuis le début de saison. Voilà, on est vraiment sur une échelle, on dézoome. Et donc le défi de l'hebdomadaire, c'est au-delà de parler d'actu, puisque c'est aussi bien d'avoir un rendez-vous d'actu tous les lundis. Le but, c'est aussi, non pas de parler que à l'échelle macroscopique, mais aussi de mettre les mains dans le cambouis et de parler un peu à l'échelle microscopique. Et donc, parler concrètement de quelles sont les tendances qu'on voit sur un match, quels sont les événements de la semaine, quels sont les bons ajustements qu'on a pu voir, quelles sont les évolutions d'une équipe, etc., etc. Donc, vraiment, pour résumer très brièvement, l'hebdo du Basket Lab, tous les lundis matins, pour de l'actu, pour de la tactique, pour parler des grosses affiches de la semaine, pour parler de jeu, en fait, très simplement. Et donc, pour inaugurer ce format que vous allez voir, on va détailler ensuite dans l'épisode, pour ce premier format d'actu, l'hebdomadaire de la semaine 1 de NBA de la saison 2024, nous recevons un habitué, évidemment, et quelqu'un qui fera partie de cette rotation des podcasts d'actu. Aujourd'hui, nous recevons Azad pour ce premier numéro. Azad, évidemment, de QI Basket, que vous connaissez très bien. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 1. Bienvenue.
dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve sur le Basket Lab pour notre nouveau format, notre hebdomadaire. Premier numéro de l'hebdomadaire. Peut-être la dernière, on verra. On va essayer de... on verra combien de temps ça dure. Et donc, on reçoit un habitué. On reçoit Azad aujourd'hui. Comment ça va, Azad ? Eh ben, ça va. Très honoré d'inaugurer ce nouveau format sur le Basket Lab. Ouais, ça va. Tu le sens bien, ce côté. On va parler d'actu toutes les semaines. Ouais, ça allait jusqu'au moment que tu m'expliques qu'il y avait un quiz à chaque épisode. Mais sinon, pour la partie avant le quiz, il n'y a pas de souci. Azad de QI Basket, Azad Azmat la NBA sur Twitter évidemment, plein de threads et de vidéos comme d'habitude, et surtout donc oui sur QI Basket, le moment promo et la pub, c'est surtout que vous avez sorti un podcast il y a pas longtemps. Ouais, on a sorti un podcast il y a pas longtemps et le but c'est de continuer et de le sortir donc tous les mardis. De sortir tous les mardis un épisode et de sortir tous les mercredis le découpage de cet épisode parce que souvent il y aura plusieurs thèmes. Donc voilà un petit peu comment on a prévu de fonctionner et ça marche plutôt bien vu que ça fait qu'une semaine et qu'on n'a pas encore eu le temps d'oublier de le faire et voilà. Mais on va essayer d'être productif et linéaire sur l'année pour la première fois de l'histoire de QI Basket. QI Basket productif et régulier, vous aurez entendu ça ici. On verra. Bon, ça va ce début de saison, globalement, on va en parler, hein. On va être là pour parler de tactique et d'actu et de jeux et des matchs qu'on a vus, mais globalement, comment ça va sur ce début de saison ? Je précise, on est vendredi, on enregistre vendredi, vous écoutez ça lundi, mais sur ces 2-3 premiers jours, Azad, le début de saison. J'étais très enthousiaste après le premier jour parce qu'il y avait que 2 matchs à analyser et c'était plutôt intéressant, surtout le match de Phoenix et Golden State. Et la deuxième journée, j'étais déjà frustré parce qu'il y avait beaucoup trop de matchs et peu de matchs intéressants au final, j'ai trouvé sur la deuxième journée. Donc voilà. Et hier, encore une nuit à 2 matchs. Et le Milwaukee Sixers, en tout cas moi c'est celui que j'ai regardé que j'ai trouvé pas mal quand même. Donc voilà, un peu t'as beaucoup d'espoir et puis au final tu te retrouves sur des matchs un peu tristes et tu te rappelles que oui tu reprends pas sur les playoffs mais bien sur la saison régulière et que il y aura des journées sans au final. Bah après, c'est pas parce que t'as une journée sans affiche que ça veut pas dire qu'on n'a pas des gros matchs. Mais bon, c'est toujours effectivement la frustration de début de saison où tu as envie de voir tout le monde et que tu regardes le programme, il y a 13 matchs, tu dis ah ouais ok, bah, je pourrais pas voir les 13 quoi. C'est ça, c'est un peu l'idée, mais au final, je pense que faut aussi prendre le rythme et pas vouloir tout consommer. Je pense qu'il y a un peu un sentiment d'urgence de voir tout le monde et il y a quand même une très très longue saison régulière, donc je pense qu'il faut pas se presser et prendre les choses comme elles viennent un petit peu. Bon, alors, notre format d'hebdo, comment est-ce qu'on va organiser tout ça ? Bon, déjà, c'est très simple, on vient là, on essaie d'instaurer ce nouveau format pour parler d'actu chaque semaine. C'est un peu le défi. Est-ce qu'on peut arriver sur le Basket Lab à parler d'actu et parler des matchs et parler tactique au jour le jour, enfin pas au jour le jour, pardon, mais au niveau hebdomadaire et au niveau sur une échelle de temps proche de nous, on va dire, et pas seulement faire des épisodes un peu loin de l'actu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est très simplement plusieurs parties, hein. On va parler des news au début, les grosses news de la semaine, s'il y a des choses un peu notables à noter. On parlera le gros du podcast, des grosses affiches, justement, des matchs qu'on a vus. Ensuite, on aura des petites sections, notamment des focus, si on a des petits sujets, des thèmes libres à aborder. Aujourd'hui, notamment, vous allez voir qu'on a un top 5 des équipes les plus hype, mais ça peut être ça peut être un focus sur un joueur en particulier, sur une équipe en particulier qui est en forme, ou ce genre de petites choses, de petits sujets. Éventuellement, si on a une stat, tiens, je sais pas si t'en as, tu m'as pas dit, mais une stat de la semaine, un relevé, ou un petit scouting, on verra. Et puis, la section questions des auditeurs, bien entendu. Les affiches pour la semaine suivante, on va vous dire quels sont les matchs intéressants à suivre pour la semaine qui arrive. Et puis le quiz, c'est là que ça va être intéressant, bien entendu. Surtout que
nous avons une rotation. Ce ne sera pas toi toutes les semaines, hein. Azad, je ne vais pas t'accaparer toutes les semaines, surtout maintenant que tu es sur QI Basket. Donc on a une rotation d'intervenants et on verra à la fin de la saison qui aura gagné la race des quiz en fin d'année. Et il y a un lot pour le vainqueur. On peut faire remonter des channels sur le Discord, des trucs un petit peu, des petites incentives ou Peut-être. Pas du tout. Je n'y ai pas réfléchi parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gagnant, finalement. C'est vrai que En tout cas, je pense que le lot ne sera pas pour toi, Azad, clairement. Bon, bref, voilà, ça c'est pour le format de manière générale. Et donc, le programme pour aujourd'hui, les news, on va y passer. Les grosses affiches, on a surtout le Golden State Phoenix, dont on a parlé de mardi soir. Denver Lakers aussi, peut-être. On parlera aussi de Boston, New York. Pour l'instant, nous, il n'y a eu qu'un match quasiment pour toutes les équipes. Hein. Milwaukee, Sixers, on va en parler. Moi, j'ai vu un peu aussi du Phoenix Lakers, on va en parler. Les débuts de Wembanyama, on pourra toucher un mot, même si on n'a pas vu notamment dans le détail. Notre focus, j'avais dit, je vous dis, top 5 des équipes les plus hype à suivre cette saison, totalement subjectif. Et puis le quiz, ça je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. On a eu pas mal de questions auditeurs aussi, j'expliquerai tout ça. Si t'es prêt, on peut passer aux news. Azad, est-ce que t'es prêt? Et ben ouais, je suis prêt. J'ai le programme sous les yeux, je suis ready. Eh bien, allons-y. Ready Player 1 et Player 2, du coup. Les news, principalement, surtout, on a eu la prolongation de Giannis Antetokounmpo cette semaine pour 186 millions sur 3 ans. Ça fait quand même pas mal d'argent à distribuer. Et surtout, ça sécurise Giannis à Milwaukee. Bah oui, Giannis a eu son Lillard et donc du coup, il est plus enclin à prolonger. Moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'était assez surprenant qu'il re-signe cette année et pas l'année prochaine. Mais après, j'ai compris qu'il y avait peut-être des histoires avec les droits télé. Enfin, je pense que c'est très contractuel. En fait, il n'y avait pas de doute du fait qu'il allait re-signer une fois que Lillard était arrivé. La question, c'était de savoir quand c'est qu'il allait re-signer, pour combien. Donc bon, au moins ça fait peut-être, ça permet de sportivement de pas commencer la saison avec des doutes contractuels. Donc sportivement, je pense que c'est très bien. Financièrement, je sais pas si c'est un bon move pour lui, pour l'équipe, je sais pas trop. Mais bon, après, son salaire en fait me fait un peu tiquer parce que j'ai peur que ce soit un joueur qui vieillisse assez mal, entre guillemets, en termes basket. Et du coup, c'est vrai que c'est un contrat, ces contrats à lui qui seront souvent mirobolants, je vais les suivre de près parce qu'il y a moyen que on ait un moment de bascule où ces contrats vont devenir peut-être handicapants, quoi. Je comprends tes réticences. Après, j'avoue que déjà, j'en ai un peu moins, on va dire. Ouais. Et même si c'est le cas que sur la fin du contrat, peut-être il sera un peu moins intéressant par rapport au salaire, on va dire que de toute façon, si tu le sécurises dès maintenant et que du coup sur les 2 ou 3 prochaines années, tu arrives à être un contender pour le titre et même un des favoris, et que pourquoi pas même, tu chopes 1 ou 2 titres de plus d'ici quelques années. Bon, bah, c'est pas grave si en 2028 il est payé un peu trop cher par rapport à son apport, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un côté, bon, on sécurise et au moins on se donne une vraie chance maintenant, quoi. Ouais, c'est clairement l'idée. De toute façon, faut payer maintenant et au pire, t'auras les intérêts un peu plus tard, quoi. Tu t'auras le côté négatif un peu plus tard, mais quand tu regarderas derrière, tu penseras sûrement que ça valait le coup. Donc, clairement, un joueur pareil dans une franchise, dans le Vince Conti, enfin, je veux dire, t'as pas vraiment beaucoup de choix non plus d'attirer de telles stars. Donc, je pense que c'était le move à faire, pour tout le monde. Et au moins, clairement, ils entament la saison avec un Lillard qui est sécurisé, avec Giannis qui est sécurisé, et ils vont pouvoir se concentrer purement là-dessus. Et je pense que pour un coach aussi, un coach rookie, c'est bien d'avoir au moins un groupe bien solide, et tu sais que tu vas pas avoir de problème là-dessus à devoir y penser à côté du sportif, quoi. Alors après, il n'a que 28 ans, il aura 29 en décembre, là. Ouais. Et donc il était encore sous contrat pendant 2 ans, et donc les 3 ans de plus, c'est 2026, 27 et 28. Et donc en 2028, il aura si je dis pas de bêtises, 33 du coup, si on rajoute 5 ans à peu près. 32, pourquoi 32 ? On n'a pas les mêmes maths alors. Il va avoir 29 cette année, donc il aura 32 dans l'année où il aura, en 2027-2028, il passera les 32 ans, quoi. Je suis pas sûr de tes chiffres, mais je conteste vos chiffres, monsieur.
Bon, bref, en tout cas, je crois qu'il est aligné aussi sur le contrat de Lillard aussi. Hein. Ça, c'est aussi à noter, maintenant que les deux sont liés. Ok, autre news aussi, autre news un peu majeure. Steven Adams, qui est blessé pour toute la saison. Gros coup dur, mine de rien, pour Memphis, qui avait déjà la suspension de Ja Morant, et c'est peut-être encore un coup négatif pour la saison des Grizzlies. Bah ouais, et même pour Jaren Jackson, c'est vrai que ça va être difficile, je pense, cette saison, surtout avec Brandon Clark qui est pas là. Et on a vu le match, j'ai vu des bribes du match contre Memphis justement, où tu sens vraiment que il manque un profil comme Steven Adams à côté de Jaren Jackson Jr. Surtout face à Zion. Bon, après, tout le monde a besoin d'un Steven Adams face à un Zion, je pense. Mais dans l'idée, je pense que ils vont avoir besoin de recruter un vrai 5. Tu vois, un Robin Lopez, par exemple, bon, qui va pas pouvoir rebouger parce que là, maintenant, il est à Milwaukee. Mais c'est vrai que c'est un profil que j'aurais bien aimé avoir à côté de Jaren Jackson Jr. pour la saison. Et là, sans Steven Adams et sans vraiment de backup pour Adams, je ne sais pas trop comment ils vont construire leur raquette sur la saison régulière. Donc ouais, c'est un peu inquiétant pour l'équilibre de l'équipe, je trouve. Oui, moi je me demandais si ça allait pas pousser Memphis peut-être à être un peu plus actif sur le marché. Ouais. Parce que c'est vrai que là tu perds un peu un élément capital, non, mais important de l'équipe en tout cas. Et c'est vrai que je sais pas à quel point Memphis va se dire ok, on accepte de un peu s'asseoir sur la saison entre guillemets et de se dire bon ben on n'aura pas de Ja Morant au début, on n'aura pas Steven Adams du tout. Est-ce qu'on accepte un peu cette année de transition où on sera forcément un peu moins fort, ou est-ce que ça pousse pas à faire un move? Évidemment, je pense un peu à un profil comme Pascal Siakam, peut-être qu'il peut être dispo, mais sachant que ça change aussi pas mal de choses d'un point de vue tactique et schématique. Et tu vois, tu parlais d'un profil à la Robin Lopez, je vois même pas trop qui est-ce qui pourrait aller chercher à mettre à côté de Jaren Jackson, enfin en tout cas qui serait disponible plutôt. Eh ben, tu parlais de Toronto, peut-être Potel? Peut-être en effet Potel, ouais, ça peut être intéressant. Mais Potel vient de re-signer, donc ça serait minimum décembre ou janvier, je crois. Ouais, 15 décembre, je crois, c'est. Actuellement, il joue avec Xavier Tillman, qui était un peu le troisième homme de la rotation, qui du coup est de facto titulaire. Mais ouais, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont faire un move ou pas, sachant qu'il y a aussi du Kenneth Lofton que certains réclament. Tu sais, le jeune Kenneth Lofton, intérieur, très jeune intérieur qui avait été drafté l'an dernier. On verra ça au niveau de l'intérieur à Memphis, à suivre. Tiens, tu avais noté aussi dans le document Rick Carlisle qui a prolongé à Indiana, c'est ça? Ouais, c'est arrivé hier, je crois, et je trouvais ça plutôt cool de savoir que il y avait un projet qui se mettait un peu plus sur le long terme du côté d'Indiana, et que Carlisle fait pas juste le passage de coacher cette équipe pour qu'elle retourne juste en bas du play-in, mais qu'il y a un projet un peu plus long terme et que ils sont contents de la transition qu'il y a eu avec lui. Moi, c'est un coach que que j'ai toujours apprécié. C'est assez varié offensivement, et ça fait suite à un match où Indiana a marqué 140 points. Donc, je pense qu'on va avoir peut-être une des équipes hype de cette saison. Rick Carlisle, c'est donc le coach des Pacers qui est arrivé il y a pas longtemps, qui vient de prolonger son contrat. On n'a pas les détails de combien d'années ou combien d'argent. On a juste la news selon ESPN, et Rick Carlisle qui n'a pas gagné une série de playoffs depuis à l'époque où Mbanyama avait 7 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de cette info, Azad? C'est véridique ça, ou c'est random? Non, vraiment 7 ans. Non, depuis 2011. Depuis 2011, il a pas gagné de série de playoffs, mais en même temps, il n'a pas eu les équipes dans les années 2010. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est plus un fun fact pour rigoler qu'autre chose. Hein. J'aime bien aussi Rick Carlisle. Doncic n'a jamais gagné une série de playoffs, et oui, et les Dallas après 2011, oui, non. Ah ouais. Parce qu'ils font la bulle en 2020. Contre les Clippers. Oui, c'est ça, 2 fois. Enfin, ouais. Clippers 2020, Clippers 2021, ils sont éliminés au premier tour. Ah ouais. Bon, après, on refait peut-être pas toute la décennie, mais 2012, premier tour, 2013, pas playoff, 2014, premier tour contre les Spurs, etc. Voilà, bref. Donc Carlisle se va prolonger à Indiana. On verra ça. Harden qui revient aux Sixers, et les Clippers qui sont en pause pour le trade. Tu me dis si t'as autre chose à rajouter, sinon on avance, on regarde ça d'un œil. Terry Stotts viré d'ailleurs. Terry Stotts, l'ancien coach de Portland, qui était assistant de AJ Griffin, apparemment ils se sont engueulés, et du coup non, on ne verra pas Terry Stotts assistant à Milwaukee avec Damian Lillard. Ouais, c'était assez bizarre.
l'histoire. Enfin, j'ai lu l'article. C'est vrai que ça paraît un peu random. Donc bon, je sais pas. Il y a sûrement des sous-histoires à tout ça. Mais bon, c'est un peu plus de la théorie. Mais c'est dommage clairement, c'est un peu une perte pour Milwaukee. Je pense que Steristote, il retrouvera forcément un taf en NBA assez rapidement, peut-être pas comme head coach, mais au moins dans un coaching staff. Par contre, perdre l'ancien coach de Lillard, qui est un bon coach offensif, je pense que ça aurait pu faire énormément de bien à Milwaukee, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, et je pense que c'est humain, hein, d'après ce qu'on a compris. Hein. C'est des désaccords, sachant qu'on a un coach rookie qui a comme assistant un coach très expérimenté. Il y a des fois, il y a des fois niveau positionnement, c'est pas évident. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, tu le prendrais toi à Boston, je suppose. J'en étais sûr, et c'est exactement ce que j'allais dire. Tiens, un peu pareil d'ailleurs. Dave Joerger, l'ancien coach de Memphis et Sacramento, donc Dave Joerger, que moi j'aimais bien, qui devient assistant à Cleveland. Donc on prépare le terrain quand JB Bickerstaff va se faire virer d'ici février. Et puis du tampering à Phoenix pour Drew Eubanks. C'est un peu dommage, même si j'aime bien le joueur, mais on suivra ça. Les prolongations de contrat, pour terminer, peut-être, est-ce qu'il y en a une qui est ressortie tu sais, les prolongations de la draft 2020, des joueurs qui ont pu signer des prolongations anticipées. On a eu Josh Green, 41 millions sur 3 ans. Excellent prix, je trouve, moi. Cole Anthony, 39 millions sur 3 ans. Ça fait un peu cher, mais bon. Ouais. C'est un asset à échanger, on va dire. C'est ça. Aaron Nesmith, 11 millions l'année sur 3 ans. Enfin, 33 sur 3 ans, mais du coup, 11 millions l'année. Ça va, pareil. Zekenaji aussi, 32 sur 4 ans. Je pense que lui aussi, ça devient un asset plutôt que de rester sur un petit contrat. On lui donne le gros contrat, comme ça, s'il faut l'échanger, on peut. Et puis surtout, il y a McDaniel, ce que toi t'aimes bien, non? Jaden McDaniel, 136 millions sur 5 ans, un peu plus gros le contrat. Ouais, moi je suis content. Je pense que c'est un bon investissement dans tous les cas. Et ils étaient arrivés à un moment, les Wolves, où ils allaient dépasser le cap dans tous les cas, j'ai l'impression. Donc je pense que là, ils ont engagé, ils ont mis leur mise, ils ont fait all-in. Mais cette extension ressemble à une promesse de trade, pas de McDaniels par contre, mais une promesse de trade de soit Kat, soit Gobert. Plutôt 4, je pense d'ailleurs. Donc curieux de voir comment ça va se passer, mais pour moi c'est annonciateur d'un départ de 4, peut-être dans l'année, peut-être à l'année prochaine, mais ça me surprendrait vraiment pas en tout cas. Un départ de 4, est-ce que tu penses qu'ils le revendront en entier ou en pièces détachées, en kit 4, tu penses, ou c'est possible ou pas? Je sais pas, à part s'ils sont assez félins et qu'ils arrivent un petit peu à s'en sortir autrement, je pense qu'ils vont devoir tout envoyer. Bon, voilà pour les news. Tu me dis, je crois pas avoir oublié de news majeures. Donc, on peut passer à la rubrique la plus importante du podcast. Qu'a mangé Victor Wembanyama aujourd'hui? Et donc, c'était du poulet avec du riz. Voilà pour la rubrique qui reviendra toutes les semaines. Non, évidemment, la grosse rubrique, les affiches de la semaine, donc les matchs qu'on a vus. Parlons actu, parlons tactique même, parlons match. On a commencé, il y a eu mardi soir les 2 premières affiches de la saison, Denver Lakers et Golden State Phoenix. Sur le Denver Lakers, est-ce que tu as des choses à nous dire? Ouais, non, je pense que c'était vraiment une prolongation de la série de juin, je crois, l'année dernière. Et il n'y a pas vraiment eu d'ajustement côté Lakers. J'ai vu beaucoup des erreurs qu'ils faisaient déjà défensivement face à Jokic. Donc bon, le seul truc, c'est Christian Brown est plus responsabilisé, mais sinon on a vu du Denver habituel, on a vu du Lakers habituel. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit le 5e match de la série. Ça fait 5-0 du coup. Voilà. Ouais. Sachant que tu dis, on a vu les Lakers faire des erreurs face à Jokic. Tu ne peux faire que des erreurs face à Jokic. Hein, c'est la théorie même de ce joueur. Non, moi ce que j'avais noté tout de même, c'est que on a toujours pas un LeBron James à fort usage. Je trouve que bon, peut-être on en reparlera
quand on parlera des Phoenix Lakers tout à l'heure. Non, sinon j'avais aussi noté toujours un peu pareil les séquences sans Jokic. Mike Malone qui teste un peu du switch all défensivement sur les schémas, avec notamment Zekenaji. Et on espère que ça restera un peu comme ça plutôt qu'avec DeAndre Jordan. Mais non, quelques séquences intéressantes avec tout de même les faiblesses de ces schémas que parfois on a pu voir un tel ou un tel, Christian Wood même parfois venir punir des mismatchs au poste ou ce genre de petits éléments. Mais ouais, assez intriguant de voir le développement de ce switch-all de la seconde unit. Et voilà, pas grand chose non plus de révolutionnaire à rajouter. Par contre, beaucoup plus de choses à dire sur le Golden State Phoenix. Je peux te lancer. T'as même fait un thread. Le premier thème qu'on peut aborder, c'est celui de Jusuf Nurkic, notamment. Ouais, en fait, moi, j'ai bien aimé son utilisation et elle détonnait vraiment de comment était utilisé Ayton, en fait, l'année dernière. Surtout en attaque, parce que du coup, les ballons qu'il a touchés en attaque, c'était des ballons qui retransmettaient assez vite. Donc, soit il était utilisé sur du short roll pour faire de la passe, soit clairement sur du pick and roll pour juste aller au cercle, tout simplement, sur du pick and pop. Et il y a un seul tir qui prend presque en création, mais c'est même pas vraiment de la création, c'est juste que la défense des Warriors décide de le laisser tout seul et il prend le mi-distance. Donc il y a vraiment aucune création. Là où Ayton l'année dernière, il coûtait 4 post-up par match à l'attaque de Phoenix. Donc offensivement, c'est un peu dommage parce que du coup, enfin c'était dommage d'avoir Ayton. Là avec un Nurkic, t'as un peu plus dans un rôle un peu plus efficace de il n'y a pas de création, tu fais des pics, tu transmets le ballon sur du short roll où tu vas à la finition et tu prends juste ton catch and shoot à 3 points. C'est assez réducteur, mais je pense que c'est comme ça qu'il peut être bien optimisé, Nurkic. Et défensivement, c'est sûr que c'est un moins bon protecteur d'arceau qu'Ayton, mais il y avait du drop. Voilà. Après, moi j'ai eu beaucoup de commentaires et de retours sur ce que j'avais dit, que c'était juste parce que c'était le premier match de la saison et que Nurkic était complètement fini défensivement. J'irais peut-être pas jusqu'à cet extrême-là, mais peut-être que je me suis un peu trop emballé aussi dans la positivité que j'avais par rapport à sa défense. Mais voilà, je pense qu'il y avait il y a quand même des bonnes choses. Et il y a surtout des bonnes habitudes, et il avait prouvé quand même à Portland sur certaines années qu'il pouvait être un bon défenseur sur drop. Donc quand même de bonnes choses, et son recrutement paraît moins ubuesque qu'il avait pu paraître au moment du trade quand tout le monde était surpris, quoi. Disons que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le Nurkic est plus compétent que ce que beaucoup de gens semblent penser au niveau de la défense. Je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est que beaucoup de monde voyait Nurkic un peu comme un négatif en défense dans le contexte de Portland atroce, et plus d'ailleurs peut-être une vision un peu plus de joueur de post-up que de défenseur, alors que bon, on l'a déjà dit ici, mais moi ce que je préférais chez lui, c'était au contraire le côté drop et bon défenseur. Je pense qu'on n'est pas du tout au niveau avant blessure, évidemment, mais effectivement, comme tu dis, il y a eu pas mal de séquences où, justement, notamment en début de match, Golden State l'a pas mal testé, et ça a plutôt pas mal tenu, je trouve. Je crois en tout début de match, il y a Chris Paul qui tente de l'attaquer un peu sur son drop. On enchaîne ensuite avec 2 ou 3 actions, ou avec Curry qui va un peu le tester, pareil sur le drop, mais au niveau du pull-up, non pas sur drive, mais pull-up à 3 points, pour le faire monter. Voilà, il y a des séquences comme ça où on vient un peu le tester. Ça a plutôt pas mal tenu, et je trouve que c'est pas mal du tout au niveau du panier. Pareil d'ailleurs, le match contre qui d'ailleurs? Contre les Lakers, oui, pardon, jeudi soir. Mais oui, par contre, il y a d'autres séquences où forcément, c'est pas non plus devenu du jour au lendemain, ou ça n'a jamais été non plus quelqu'un de très mobile. Et tu vois, je m'étais aussi noté quelques systèmes en sortie de temps mort, par exemple, où Golden State arrive assez bien à l'éloigner du panier et à jouer un peu sur ce côté, on te fait monter haut sur les écrans et ensuite on fait glisser Kevin Looney pour aller dans son dos. Mais là, c'est plus, on attaque les schémas, on va dire, de Phoenix, plus que lui qui est une individualité négative, on va dire. Oui, c'est ça, c'est une attaque du drop. Enfin, c'est pas par rapport à Nurkic, c'est plus par rapport à une typologie de défense et de joueurs. Mais il y a eu aussi des erreurs, parce que du coup, c'est vrai que quand tu fais une analyse, t'essayes de mettre un peu en avant ce qui va argumenter ton propos. Mais c'est vrai qu'il y a des erreurs aussi où, face à Chris Paul, par exemple, il descend trop bas sur le drop, alors que Chris Paul va vachement moins au cercle qu'avant, et du coup, il pull up à mi-distance, alors que Nurkic, il descend trop bas sur le drop. Donc clairement, on n'est pas non plus sur un niveau élite, mais en tout cas, le trade prend du sens au premier match quand tu vois son utilisation en attaque et en défense. Ouais.
Oui, je suis d'accord. Bon, après, évidemment, à suivre et à confirmer, mais je pense que ça peut être intéressant sous cet aspect-là et si on a un joueur qui est au niveau de la moyenne, voire même un peu plus défensivement, ça peut être intéressant. Surtout qu'il y a un autre aspect qui est le rebond qu'on prend sans doute pas assez en compte. Mais Ouais. est-ce que tu as d'autres éléments par rapport à ce match-là? Qu'est-ce que tu as pensé de Chris Paul notamment ou tu peux carte blanche, vas-y, va où tu veux. C'est marrant parce que j'avais pensé à Chris Paul aussi, je l'ai trouvé très volontaire sur le 3 points. Bon, il a fini à 0/6. Mais tu sens qu'il y a ce besoin qu'il soit utilisé à 3 points parce que pour vraiment convenir le mieux en fait au jeu des Warriors et pas devenir un non-shooter. Et parce qu'en fait, ils en ont déjà des non-shooters, ils ont potentiellement Looney qui va être sur le terrain ou sinon sur des minutes ils vont avoir Green, des minutes s'ils ont Chris Paul qui est aussi un non-shooter, ça peut devenir un peu problématique et du coup tu sens qu'il y a ça a été quand même pas mal poussé en début et en fin de match en plus sur des systèmes à 3 points. Et après sinon la relation avec Chris Paul et Curry c'est un peu bizarre à voir visuellement, je trouve au début ça paraît un peu dingue, on dirait un peu le multiverse, mais ça fonctionne très bien et sur des systèmes assez habituels en NBA, Chris Paul, tu vois, sur des systèmes où il va y avoir des écrans off-ball et lui, il va être en partant de l'éblo. Chris Paul, il va pouvoir trouver assez facilement les bonnes passes. Donc, il s'intègre vachement facilement dans des systèmes assez classiques des Warriors. Donc, je pense que ça peut fonctionner offensivement, mais je suis quand même convaincu qu'il va être tradé assez rapidement. On a le Hazard hot take aujourd'hui, je vois, entre Giannis est déjà nul, entre Chris Non. Paul va être tradé. Non, je pleure. Non, mais alors pour le coup, je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris par ce premier match et la manière dont ça fonctionnait. Ouais. J'étais plutôt côté sceptique aussi, mais j'ai plutôt aimé ce premier match. Je dois dire, d'ailleurs, intéressant à noter que Chris Paul sort assez tôt dans le match. J'ai noté déjà, premier quart-temps, à 7 minutes 04, il est déjà dehors. Et en fait, le but, c'est d'instaurer un peu des rotations et le fameux stagger, donc littéralement en français, de décaler un peu les minutes pour tout le premier quart-temps ou une grosse partie, c'est une attaque qui va tourner autour de Curry, et ensuite on fait rentrer le banc, et notamment en moteur du banc, ou en tout cas des minutes où il n'y a pas Curry, on a du Chris Paul qui tient la balle et Klay Thompson qui court à travers des écrans, grosso modo, hein, mais c'est un peu ça le schéma d'attaque. Et c'est vrai que, tu vois, pour le coup, ça a un peu plus de sens de faire comme ça que de faire la même chose, mais avec Jordan Poole dans ce rôle-là, ce qui était un peu le cas l'an dernier. Et là, c'est vrai qu'il y a une différence qui est assez énorme, parce que dans ce rôle du meneur gestionnaire qui peut un peu organiser l'attaque. Et autre point aussi, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai noté sur ma feuille? J'ai noté Dragic, non, j'étais distrait. Non, c'est Saric, évidemment. J'ai beaucoup aimé les minutes, justement, donc quand il n'y avait pas Curry, et qu'on est passé sur ces rotations Klay Thompson, Chris Paul, et donc Darius Saric. Il y avait pas mal de très belles séquences de partage de balles, et dans ce rôle de connecteur qu'on emploie souvent, donc quelqu'un qui apporte du lien à l'attaque. J'ai beaucoup aimé aussi Saric sur ce premier match, pardon. Moi j'ai beaucoup aimé déjà l'idée du recrutement de Saric. Je l'avais mis dans la preview des Warriors où j'avais aidé un peu à l'écriture sur le banc. Et c'est vrai que j'aime bien le recrutement qu'ils ont fait de Saric, et personne n'en a vraiment parlé, comme s'il était un peu passé aux oubliettes. Mais offensivement, il correspond bien au schéma en fait de comment sont utilisés les intérieurs du côté de Golden State. Il peut faire du catch and shoot, il peut apporter ce lien en jouant un rôle de connecteur. Il sait faire des écrans off-ball, et défensivement, il est pas si terrible. Enfin, il est pas mauvais. C'est pas un foncier négatif en défense. Et moi, j'aimerais bien le voir associé à Draymond Green aussi sur certaines séquences. Et je pense qu'il peut aussi être associé à Looney. Donc la rotation, et comme tu dis, le stagger, donc cette espèce d'empilement qui va se faire petit à petit en fait, pas tellement chercher de la synergie entre les recrues et le 5 habituel, mais plus en fait pouvoir passer du 5 habituel à ces nouvelles recrues sur le banc, et qui aussi, elles, vont bien fonctionner ensemble. Je pense que là-dessus, il y a pas mal de potentiel. Ouais, et vraiment, j'ai
j'ai noté 3 ou 4 séquences de jeu où, bon, moi j'appelle ça tiki-taka, hein, quand j'enregistre ces fichiers vidéo. Tiki-taka Golden State, j'ai noté. Bon, il y en a un où il y a marqué tiki-taka Golden State, mais Jonathan Kuminga. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait un bon mouvement de balle, et puis à la fin, Kuminga a arrêté l'action. Ça te rappelle peut-être des choses, hein. Souvent, j'ai pareil avec Boston et Jalen Brown, parfois. J'étais sûr. Mais non, mais blague à part, vraiment, j'ai vraiment noté et capturé pas mal de séquences intéressantes. Et c'est des petites actions, mais tu vois, c'est des trucs où Saric fait 2-3 extra passes bien senties. Une action où c'est un peu bloqué sur une aile, il vient depuis le côté opposé, il propose une option de passe, il la reçoit, et de suite, il la transmet à Chris Paul dans le flow du jeu. Voilà, il apporte un peu ce liant que j'aime beaucoup. Et c'est marrant, et en plus, en défense, il est utilisé en drop. Je sais pas si tu as noté ça aussi, mais il se comporte comme un vrai intérieur, alors que bon, de base Saric, c'est plutôt un morphotype d'ailier, et c'est plutôt un ailier à l'origine. Mais là, il se comportait vraiment en drop, et bon, avec des résultats un peu mitigés, mais j'aimais plutôt pas mal l'idée. Donc, assez intrigué de ce que peut apporter Saric. Ça me rappelle un peu, alors pardon pour les comparaisons, du coup, c'est des Européens, etc., mais un peu ce qu'apportait Bielitsa, tu sais, il y a 2 ans, qui avait aussi ce profil de, bon, ben, il va te coûter un peu des points parfois en défense, mais il y a du shoot, il y a du passing, il y a du porteur de balle un peu quand il faut, ou en tout cas, il y a création un peu sur des dribbles, pas forcément début de chaîne, mais un peu. Donc voilà, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé Saric, oui, Saric, pas Dragic, je regarde ma feuille, pardon. Sur ce match-là, côté Phoenix, est-ce que tu as des choses à noter? Un peu moins offensivement. J'ai vu beaucoup enfin, il a beaucoup porté la balle, Booker. Kevin Durant, on a retrouvé un petit peu ce qu'on trouvait habituellement sur du pin down. J'ai pas forcément été bousculé par ce qu'a proposé offensivement Phoenix, mais par contre voilà, ce que j'avais dit, c'est que j'ai bien aimé comment ils ont utilisé l'ami Nurkic, et en fait sa gravité aussi parfois sur le pick and roll va permettre de créer des espaces dans les corners où du coup Booker il va pouvoir justement faire les passes dans les corners, et c'est un peu comme ça qu'il gagne le match d'ailleurs, où c'est Booker qui va trouver à chaque fois la bonne passe, donc parfois à 3 points et parfois du coup sur le roll avec Nurkic. Mais tactiquement, j'ai pas vraiment senti une grosse différence offensive. Et après, d'un côté, c'est Frank Vogel, donc c'est peut-être plutôt du côté de la défense qu'il fallait regarder tactiquement. Oui, alors il y a la fin de match évidemment qui a marqué tout le monde, et que tout le monde a relevé cet enchaînement de 3 actions où Devin Booker répond un peu à l'interrogation qu'on avait de bon, ben ok, on a 3 superstars, mais on n'a aucun porteur de balle, on n'a aucun créateur un peu proactif, un peu un initiateur d'attaque d'élite. On n'a pas de vrai meneur de métier, quoi, en gros. Et même sans être meneur, mais tu vois, tu as toujours des profils où LeBron, il n'est pas meneur, mais il peut prendre le jeu à son compte, quoi, entre guillemets. Et là, donc, Devin Booker, dès le premier match de la saison, qui répond un peu à ça avec un enchaînement de 3 actions assez épatantes. Donc, une première fois, la bonne lecture de jeu pour la passe dans le corner opposé. Bon, il se trouve que ça aide que Josh Okogie mette le shoot, alors que c'est plutôt un non-shooter. Donc pour le coup, voilà. Chris Paul l'abandonne pour aider à l'intérieur, il fait la bonne action, hein. Il n'y a rien à dire. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, si vous regardez l'action, c'est ce que fait Devin Booker, ce qu'on appelle le setup. C'est-à-dire qu'au début de l'action, l'écran est pas top la première fois de la part de Nurkic, et donc Kuminga arrive à rester plutôt bien sur Booker. Donc que fait Booker ? Il emmène Kuminga d'un côté gauche, pour donner de l'espace et du temps à Nurkic de bien reposer l'écran. Et comme ça, la deuxième fois, il l'a amené d'abord sur la gauche, et comme ça, quand il revient sur la droite, l'écran est pas mal, et le décalage est créé, en fait. Et c'est comme ça que se fait la passe. Ensuite, un bon système, un hyper bon système avec un simple pick and roll, plus Eric Gordon qui vient poser un écran un peu dans l'autre sens, et du coup, grosse confusion. Mais à noter, c'est la lecture hyper rapide de la part de Devin Booker, qui du coup lit que font les défenseurs de Golden State, et notamment le fait que Looney est un peu aspiré par Nurkic qui plonge au panier, donc il sait qu'il faut faire la passe, il l'a fait, bon timing, 3 points de Eric Gordon. Et puis le dernier, qu'est-ce que j'oublie, oui, un autre pick and roll avec Nurkic, hein, c'est ça, et cette fois Chris Paul reste sur le shooter côté faible, et donc il y a un peu plus de temps, et dans cet intervalle il donne la balle à Nurkic pour aller au panier. Donc le côté porteur de balle en développement de Devin Booker, qui se développait depuis quelques temps déjà, là ça fait quand même plaisir à voir que oui, en effet, quand il faut, il y a ce porteur de balle proactif, c'est plutôt rassurant. Ouais,
Il a été proactif et il y a aussi des erreurs. Hein. Là, en fait, les 3 dernières, elles passent bien et en plus, c'est dans les moments Ouais. importants. Mais ils l'ont utilisé vraiment beaucoup là-dessus. Et il y a aussi pas mal de pertes de balles. Donc, mais ça montre clairement la volonté de lui mettre le ballon dans les mains à lui. Surtout quand Bill est pas là. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que sur la fin de match quand même, c'est difficile d'ignorer la qualité de passeur et d'organisateur qu'il a pu montrer. Bah oui, surtout que c'est des vraies séquences et des vrais petits détails, mais les fameux détails qui n'en sont pas, hein, c'est pas du tout négligeable, de vraiment de manipulation de défense, quoi. Je veux dire, quand tu sais comment faire positionner le défenseur pour qu'il se prenne l'écran, quand tu sais comment lire une action avec écran multiple, voilà, en plus, on l'a pas dit non plus, mais les passes qu'il fait, notamment les deux vers le corner opposé et la troisième sur Nurkic, il s'élève à une hauteur qui est assez impressionnante. Donc il y a ce côté aussi c'est pas Trae Young, c'est pas Chris Paul, c'est pas un petit qui peut pas passer par-dessus tout le monde. Là, il y a vraiment des passes par-dessus tout le monde, donc c'était très très cool. Je ne sais pas si tu as vu le Phoenix Lakers de hier soir, enfin de jeudi soir du coup, pardon. Du coup, non, j'ai regardé Milwaukee Philadelphie ce matin. Ok. Bon, alors, avant qu'on avance, je peux parler vite fait de ce Allez. match-là par rapport à Phoenix, parce que j'ai des points aussi qui sont liés à ce match de Golden State. Contre Golden State, j'ai trouvé le profil de tir de Kevin Durant extrêmement compliqué. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais alors je sais pas combien il était à la réussite au tir, c'était pas fabuleux, mais c'est surtout dans le processus où c'est un peu comme d'habitude où t'as l'impression que ce qui différencie, comme on dit, hein, on en parlait avec Antoine il y a quelques semaines, mais un match réussi ou un match raté de Kevin Durant, c'est un peu la même chose. C'est toujours des tirs ultra compliqués, mais il y a des fois il aimait, il y a des fois il aimait pas, quoi. Ouais, bah c'est toujours le problème et on en avait parlé dans l'épisode sur les on-off, non sur les over-under Oui. par rapport à sa sélection de tir et le fait qu'il a le pas au cercle. Et bah c'est clairement un des trucs qui m'avait un peu pas rebuté mais qui m'inquiétait un peu pour cette attaque de Phoenix qui a un style, en tout cas un régime de tir qui est très orienté sur le long mi-distance. Et du coup, Ouais. bah, comme tu dis, un bon match et un mauvais match, parfois, ils auront le même régime de tir. C'est juste, est-ce que ça va rentrer, est-ce que ça va pas rentrer? Et c'est encore plus exacerbé par Kevin Durant, qui est un peu, avec le temps qui passe, encore plus une caricature de lui-même sur sa sélection de tir. Oui, alors il y a des limitations physiques avec l'âge, mais effectivement, j'étais pas fan de ce premier match de Kevin Durant en termes de quel tir il était capable de prendre et de générer. Mais pourquoi j'en parle aussi? Parce que contre les Lakers, il y avait ni Bradley Beal ni Devin Booker, il était un peu le centre de l'attaque de facto, avec une magnifique efficacité. Mais tu vois, il y avait aussi pas mal de moments où Phoenix a eu des problèmes de spacing qui étaient assez évidents. Pour moi, alors c'est normal, hein, quand t'as pas Devin Booker et pas Bradley Beal, ce sera pas tout le temps comme ça. Mais tu vois, il y a pas mal de séquences où on donnait la balle un peu simplement, et même de manière un peu trop simpliste, même, j'irais jusqu'à dire, dans la mi-distance, tu t'installes, on te donne la balle, et sauf qu'en fait, ça a donné l'occasion aux Lakers de simplement venir surcharger le terrain. Voilà, Ouais. c'était assez évident parce que non seulement tu le ferais parce que c'est Kevin Durant, mais en plus tu le fais avec, notre ami Anthony Davis qui vient en deuxième rideau. Déjà, ça fait peur. Mais en plus, comme tu crains pas trop les shooters côté faible, bah c'était d'autant plus. Enfin, tu le fais d'autant plus facilement, pardon. Et ouais, ça a plutôt très très bien marché, ce côté-là où, bah voilà, comme on répète aussi, Kevin Durant, c'est pas forcément tout ce porteur de balle sur pick and roll, notamment, qui peut créer des décalages à partir de rien ou juste d'un peu plus loin. Là, il aime bien aussi s'installer au poste bas, poste haut, poste bas, mais dans ce genre de configuration. Et les Lakers avaient un bon plan de jeu, vachement bon plan de jeu, bien organisé, avec toujours tu sais, du coup, Anthony Davis qui vient aider en deuxième rideau et Gabe Vincent ou D'Angelo Russell qui zone un peu côté faible entre les deux shooters ou ce genre de choses. Donc, plutôt pas mal côté Lakers, avec toutefois à noter aussi, enfin, en deuxième mi-temps et en fin de match, des ajustements de la part de Frank Vogel, qui du coup a essayé de le faire un peu plus bouger et de le mettre en condition pour que justement, c'est pas juste on te donne la balle et tout le monde a le temps de se resserrer autour de toi. Il a été mis un peu plus en mouvement, ça a été mieux, je trouve, du genre des petites sorties d'écran, du genre des petits dribble and off où, ok, on te fait arriver sur tes spots et on t'y fait arriver un peu plus en mouvement et un peu plus facilement, et ça a donné pas mal de bons paniers. Mais bon, voilà, je veux pas non plus trop tirer de conclusion de ce match-là, parce que voilà, sans Booker et sans Bradley Beal, c'est quand même très différent. Mais autre point, et c'est pour ça que je voulais te lancer, un point que j'ai vu sur les deux matchs qui, je trouve, a été largement sous-estimé, mais on a une vraie attaque, je trouve, qui est extrêmement active au niveau du rebond offensif.
Je sais pas si tu as remarqué ça contre Golden State, mais notamment Josh Okogie. Mais c'est un vrai aspect du plan de jeu où on va vraiment attaquer le rebond offensif de la part de Phoenix avec Nurkic, avec Josh Okogie, avec des joueurs. En fait, c'est une vraie stratégie. On envoie des joueurs pour avoir plus de possession que l'adversaire. C'était flagrant contre les Lakers jeudi soir. Et même mardi, je sais pas si tu l'as noté, mais on a eu énormément de deuxième chance, comme on dit. Je l'avais noté contre Golden State et j'avais noté qu'ils avaient même réussi à le faire sur les minutes où il y avait Kevin Looney, ouais. Qui est du coup un bon indicateur de à quel point tu peux réussir dans cette stratégie. Et en fait, il y a des claires séquences où Nurkic en fait prend position avant même que Booker déclenche son tir pour venir en fait gratter la position au rebond offensif. Et franchement, je crois sur demi-terrain, ouais, c'est ça. Sur demi-terrain, ils ont pris 41% d'offensive rebound. Donc, en termes de... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire que sur 40% des tirs, donc quasiment presque la moitié des tirs ratés, ils ont pris le rebond offensif. En sachant qu'il y a des fois où ils sont allés au rebond offensif et ils n'ont pas réussi à l'obtenir, c'est quand même, c'est assez impressionnant. Et en fait, ils ont quand même des profils pour permettre ça avec Nurkic et Okogie et ouais. Même Eubanks, je sais pas si je le prononce bien. Oui, Drew Eubanks. Et du coup, c'est vrai que ça peut fonctionner assez bien en termes d'offensive rating. Et on l'avait vu par exemple avec New York l'année dernière, qui avait un des meilleurs ratings avec des efficacités au tir vraiment moyens, mais une des meilleures attaques de la ligue parce que cette bataille des possessions. Et du coup, avec des porteurs de balles de qualité et plus des rebonds à aller gratter en attaque, tu peux peut-être jouer un peu là-dessus pour faire bouger le curseur. Oui, je pense que ça va être une vraie stratégie de la part de Phoenix, parce que comme tu dis, ça permet de booster encore plus l'attaque sur demi-terrain, en fait, parce qu'une fois que tu as manqué le tir, mais c'est marrant, essayez de regarder et faites pause. Il y a pas mal de moments où vous faites pause au moment où il y a un tir qui est pris, voire au moment où le ballon touche le cercle, et vous verrez, il y a des situations où ils envoient deux joueurs, il y a des situations de 2 contre 2 au rebond, ce qui en général n'est pas commun en NBA. Parfois, on aime bien aussi prioriser le retour en transition en défense. Il y a des fois, il y a carrément, là, j'ai devant les yeux, là, contre les Lakers, là, j'ai une situation de 3 contre 3 au rebond offensif. Et du coup, ils s'en sortent avec le rebond offensif. On ressort. Grayson Allen, un tir à 3 points dans le corner. Et bingo. Et donc, à la base, on a un tir manqué. Et ça finit finalement une deuxième chance, un tir ouvert. Il y en a eu 5, 6, 7, 8. Je sais plus combien j'en ai relevé là, dans ce match contre les Lakers. Pareil contre Golden State. Et je trouve que contre les Warriors, ça n'avait pas été assez relevé, cet aspect-là. Alors que, à mon avis, ça va être un aspect important de cette équipe. Parce que voilà, on a un Nurkic qui, de par sa seule présence, mobilise énormément d'attention de la part de la défense adverse. Quand tu as quelqu'un d'aussi imposant, tu sais que tu es obligé de mettre ton meilleur mec de box-out, ou voire même deux dessus à peu près. Et ensuite, tu as un Josh Okogie qui déboule en attaquant très agressivement, ou un Jordan Goodwin, ou des joueurs comme ça. Donc voilà, autre point aussi à noter, on suivra ça sur l'ensemble de la saison. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ces matchs-là. Je peux te lancer sur Boston. Je crois que tu as vu le match de ton équipe de Boston. Qu'est-ce que tu en as pensé tactiquement au niveau du fond de jeu proposé? Je suis allé me coucher à la mi-temps, pour te dire. J'avais prévu de le regarder en direct et à la mi-temps, j'étais là. Bon, si c'est tout ce qu'on propose tactiquement, je pense que je pourrais le regarder demain matin. Je vais rien louper d'incroyable. Offensivement, ça... donc c'était du 5 out, il y a rien de bien nouveau. Il y a des situations intéressantes avec Porzingis où par exemple il est dans le corner et du coup il oblige Mitchell Robinson à faire un peu des décisions foireuses, et du coup c'est vraiment avoir Porzingis dans du 5 out. On a une démonstration que même même en étant pauvre tactiquement, avoir Porzingis dans un 5 out, ça crée déjà des décalages par sa seule présence. Donc ça, c'est positif, mais c'est-à-dire que c'est pas grâce au coach, c'est juste parce que Porzingis est sur le terrain.
Et donc ça j'ai pas trop aimé la manière dont ils ont utilisé Porzingis parce que c'est soit du pick and pop, soit voilà sur du kick out après un five out, ou alors sur quelques cuts, mais c'est quand même vraiment pas terrible. Ils l'ont pas utilisé du tout en hub. Il y a même des moments où ils ont utilisé Porzingis en isolation. Enfin vraiment c'était poussif et c'était vraiment, déjà visuellement c'est pas agréable et en plus c'est pas efficace quoi. Offensivement, on a clairement vu les problèmes habituels c'est du five out avec un mec qui essaye de créer en premier, donc ça va être Tatum, il va pas y arriver, il fait la passe à Jrue Holiday qui va essayer, qui va pas y arriver, qui fait la passe. Bon bref, dans un peu les circuits habituels. Enfin, on a revu la même équipe de Boston, juste avec des noms différents sur le maillot. Si c'est pour faire ça, autant garder Smart. Et mais sinon, il y a des choses qui m'ont surpris aussi, c'est les line-up avec deux bigs. Mazzulla qui voulait pas faire jouer Robert Williams et Al Horford ensemble l'année dernière, et cette année il fait jouer Al Horford et Luke Cornett, ou Horford et Porzingis et Cornett. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'année dernière qu'il fallait faire ça en fait. Donc ça c'est assez dommage. Et pour revenir un peu encore sur Porzingis, parce que c'est un peu le point central de ce match-là, c'est défensivement que j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que on n'avait pas eu Robert Williams à Boston, c'était un protecteur d'arceau, mais là, Porzingis, il crée vraiment de la méfiance, même dans la projection vers l'arceau de l'équipe de New York, qu'on a vraiment chié à ce niveau du terrain. Et du coup, c'était impressionnant dans la géométrie tactique un petit peu défensive du terrain du côté de Boston. On a vu des schémas qu'on voyait pas habituellement, en tout cas pas les saisons d'avant, donc c'est plutôt cool sur du drop. Ou alors parfois il a été utilisé comme il était utilisé Robert Williams, du coup c'est un peu sur du roaming. Et peut-être le dernier point sur le match de Boston, en tout cas, c'est la création individuelle de Tatum. Il est beaucoup allé au cercle. Ils ont essayé plusieurs défenseurs sur lui. Quentin Grimes, il a pas pu faire grand chose. Et en fait, il pouvait pas vraiment doubler. Et c'est là où l'effectif de Boston est très fort. C'est que si tu vas doubler sur Tatum, et Tatum, tu vas ouvrir quelqu'un à 3 points en fait. Et il a vraiment progressé là-dessus, encore une fois à la passe, mais il a très bien créé vers le cercle, il allait chercher des lancers. Super match de Tatum, super match de Porzingis. Le reste ça a été vraiment très poussif. L'utilisation des joueurs du banc a été très mauvaise. Pritchard et Horford et Hauser, ils ont pas eu des bons shoots, pas vraiment des bonnes utilisations. Les line-up étaient un peu bancales. Donc ça, c'est du côté de Boston. Et du côté des Knicks, on a eu un Julius Randle qui a eu beaucoup de mal à attaquer Jrue Holiday, mais qui s'est entêté à le faire. Donc ça, c'est plutôt encourageant du côté de Boston, mais c'est vrai que tu as un peu retrouvé le mauvais côté de Julius Randle du côté des Knicks. Tu as eu un bon match de Barrett qui a vraiment réussi à trouver des espaces pour aller au cercle. Donc ça, je trouvais ça plutôt encourageant. Ils ont essayé pas mal de fois d'utiliser un peu Hartenstein en hub offensif. Ça, c'était pas forcément ce que j'aurais essayé. Ça a pas très très bien marché. Qui ça? Hartenstein, je l'ai mal prononcé peut-être. Non, c'était juste pour le plaisir de t'entendre le reprononcer. Et il y avait, Mitchell Robinson, j'ai pas vraiment. En fait, tactiquement, en attaque, c'était une catastrophe ce match. Et ça a été sauvé par des flashs un petit peu de Quickly et de Quentin Grimes qu'on fait un super match. Et du coup, on a pu aussi constater que Evan Fournier était toujours pas un joueur de basket, mais en tout cas pour Thibodeau, c'est toujours un joueur de banc, et il l'a pas fait rentrer. Et première minute de DiVincenzo aussi, mais qui m'ont pas convaincu dans l'utilisation. Enfin, je veux dire, j'espère qu'ils vont l'utiliser un peu autrement. Et pour finir, Brunson a eu du mal sur son flotteur. Du coup, ça a vraiment pas aidé l'attaque des Knicks. Mais c'était une belle purge. C'était vraiment un beau match de merde quand même. Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on ait vu moins tactiquement de variété qu'en pré-saison côté Boston. Je crois que tu étais un peu d'accord, hein, d'ailleurs. C'était en pré-saison, on a vu 2-3 trucs parfois par-ci par-là, et là c'était vraiment juste on a un spacing et on l'anime pas tant que ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage.
Ok. Dallas San Antonio, je crois que ni toi ni moi n'avons vu en détail. Moi, j'ai quand même vu un peu du coin de l'œil les débuts de Wembanyama, forcément, qui a eu pas mal de problèmes de faute. Je crois qu'on a une question auditeur par rapport à ça aussi. Mais voilà, il y a toujours des actions un peu qui sortent un peu de nulle part, pardon. Notamment la première où Kyrie Irving qui sort d'un écran, qui vient du côté droit, qui vient en tête de raquette, il est à peu près tout seul. Il se dit bon, bah, ok, j'ai mon jump shot tranquille. Et là, t'as Wembanyama qui est censé défendre dans le corner opposé et qui en fait tend le bras et qui contre le jump shot en tête de raquette. Tu te dis ah ouais, d'accord, on va avoir ça, quoi. Ah, franchement, c'est ce petit moment-là de l'espace. En fait, c'est l'espace qui prend sur un demi-terrain défensivement. C'est ouf. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va apporter en termes dans une série de playoffs. Si un jour ils jouent en playoffs, comment des équipes vont encore plus devoir écarter le spacing ou comment ils vont vouloir potentiellement l'attaquer. C'est quoi un petit peu les moyens, si tu veux, de l'empêcher de te bouffer de l'espace, quoi. En fait, c'est un aspirateur à spacing, en fait, Wembanyama. Et puis en attaque, bon, pas mal aussi embêté au niveau des fautes, hein, Oui. en défense, donc le temps de jeu aussi un peu perturbé par ça. Mais après, le répertoire offensif, on savait que c'était pas trop, a priori, de la création à gros volume. Hein. C'est pas ça Wembanyama, en tout cas pas aujourd'hui, pas à court terme, a priori. Mais on a vu quelqu'un qui, en tant qu'intérieur, peut faire du pick and pop. Ça, on l'a vu, c'est son premier panier en carrière NBA. On a vu une espèce d'isolation pull-up par-dessus Derek Lively aussi. D'ailleurs, le rookie de Dallas qui a été pas mal aussi, hein, Derek Lively, que Antoine Demague dont Antoine nous avait parlé dans les previews, mais qui a fait un gros match aussi. Donc on a vu ça, un espèce de pull-up par-dessus un autre pivot sur isolation. Et puis du dunk aussi en verticalité sur des pick and roll. Et puis même un petit face-up jumper au poste bas face à Grant Williams qui a tendu les bras, mais qui touchait même pas le haut de l'épaule. Donc voilà, il y a quand même des flashs évidemment très, très intéressants. Mais voilà sur ce match-là, je ne veux pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop vu de très très près. Mais bon, c'était pas non plus choquant que Dallas finisse par l'emporter parce que on est quand même a priori sur deux catégories d'équipes un peu différentes, quoi. Oui, c'est sûr. J'ai vu que le face-up jumper de Victor Wembanyama, c'était sur le système habituel qui était utilisé pour Tim Duncan pour lui créer des positions au poste où il coupe sous le panier après deux écrans et il le récupère au poste bas. C'est ça. Du coup, voilà, c'était un petit hommage sympa. Oui, tout à fait. Le clin d'œil tactico-historique. Mais qu'est-ce que je m'étais noté aussi? Ah bah du coup, je l'ai perdu. Ah oui, oui. Notre ami Jason Kidd, moi je suis chaud sur l'effectif des Mavs, un peu moins sur... Enfin, du coup, il y a le coach, il faut faire avec. On ne sait pas pourquoi Derrick Jones Jr. a été titulaire. Ce qui, du coup, a permis de mettre Wembanyama sur Derrick Jones Jr., qui n'a pas de jump shot, et ce qui a permis donc l'action que j'ai décrite au début de match, hein, le fameux Wembanyama, il n'est pas obligé de respecter Derrick Jones, et du coup, il peut aller, il a un volume, il peut aller aider ailleurs. Bon, ben voilà. On sait pas pourquoi. Merci Jason Kidd. Du coup, heureusement, ça a été corrigé ensuite. Il a fait que 11 minutes, hein, Derrick Jones, et puis finalement, Josh Green a joué une demi-heure. Tu dis, bah oui, c'est comme ça. Mais bon. À suivre là-dessus. Et puis peut-être dernier match, le Sixers Milwaukee. On l'a vu tous les deux, mais tu avais des choses à noter aussi. Ouais, alors déjà, moi j'ai regardé un petit peu Embiid à la passe. Oui. Et là, c'était presque triste, sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de tentatives, mais il n'y a pas du tout le niveau en fait de passing et des passes qui peuvent paraître simples pour des joueurs de sa taille, parce qu'on est trop habitué à voir Jokic. Tu te rends compte qu'en fait c'est des passes qui demandent énormément en tout cas de gérer beaucoup de programmation dans ta tête et de facettes de ton corps et de comment tu t'alignes par rapport aux autres joueurs. Et c'est vrai que, en fait, moi, ce qui m'inquiétait offensivement chez les Sixers, c'est qui va créer pour les autres quand c'est pas de l'isolation maxi ou c'est pas de l'isolation ou du post-up pour Embiid. Et donc j'avais vraiment cet angle-là d'analyse un petit peu sur le match de qu'est-ce qui s'est passé au niveau collectif. Et en fait, ils ont essayé de lui faire générer de l'attaque sur post-up. Et il y a une fois ou deux où ça passe, ça crée des décalages et après qu'ils sont amplifiés. Mais il y a des fois où si c'est lui directement à la passe, c'est assez mauvais. Et en fait, même la simple
extra passe sur le joueur d'à côté une fois qu'il est doublé, et ben même ça paraît compliqué parce qu'il essaye de le faire en sautant. Parfois, il essaye de le faire. Une fois, il essaye de le faire à l'aveugle, mais du coup, en fait, il envoie pas le ballon sur Maxi et il y a un retour en zone. Et puis il y a 2-3 fois où il essaye de faire des passes à une main aussi qui vont vers personne. Enfin, j'ai trouvé le match de Embiid assez inquiétant à la passe. J'ai trouvé le match d'Oubre assez cool. Offensivement, il a été utilisé sur de la création individuelle, mais aussi il y a un end-off avec Embiid. Voilà, je pense qu'offensivement, il peut leur apporter un petit peu. On a vu que aussi Tobias Harris avait fait un bon petit match. Mais moi, ce qui m'a un petit peu retourné, c'est le match offensif de Lillard. Et du coup, j'avais en tête toutes les déclarations de ah oui, mais comment ils vont faire pour défendre le point of attack? Puis tu regardes Lillard offensivement, tu dis bon, c'est pas très grave au final si on a plus de défenseurs sur point of attack. Ouais. c'est bon, tant pis au final, on va plus marquer que les autres quoi. C'était assez ouf le nombre de lancers francs aussi qu'ils ont réussi à obtenir. Pour moi, c'était un indicateur assez intéressant de voir comment deux monstres offensifs comme Giannis et Lillard qui passent beaucoup de temps sur la ligne de lancer franc vont réussir à continuer à faire ça même tous les deux sur le terrain. Et là, à eux deux, ils ont 26 lancers francs. Le free throw rate de Milwaukee, c'est 30% sur le match d'hier. Donc offensivement, c'est hyper impressionnant. Il y a les séquences où moi j'ai beaucoup aimé en fait les Bucks sans Giannis en attaque. Et ça tourne très très bien, et c'est là où tu vois que Lillard c'est du plug and play offensif, et c'est top. Et la relation avec Brook Lopez, je pense sur du pick and pop, elle va être vraiment dévastatrice. Et en plus, si tu crées un décalage, c'est quand même pas un mauvais passeur, et t'as quand même du shoot making avec Middleton, même avec Beasley. Donc offensivement, c'était très bien. Milwaukee, et la question sur Milwaukee, c'est plutôt la défense, et l'attaque des Sixers est tellement pauvre que c'est pas vraiment, enfin, Middleton est passé pour un défenseur aguerri hier quoi. Donc après sur le Lillard, le côté défensif, tu vois, il y a deux trois fois où j'ai vu c'est vrai qu'il met un peu de temps à traverser l'écran. Et du coup, Maxey a un flotteur. Il y a un système de main à main entre Maxey et Beverley. Pour attaquer Lillard qui fait pas bien le switch ou quoi. Du coup Maxey il a un drive, mais en fait après quand tu vois la fin de match ou même de manière générale, tu te dis voilà, c'est ce qu'on disait quand il y a eu le trade, c'est oui, bien sûr qu'il y a des compromis et que ça va être moins bien que j'aurais l'idée, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que au global ça vaut largement le coup parce que le gain offensif est à ce point intéressant. Et enfin c'est ce qu'on a vu en fin de match. Là, on avait une fin de match disputée en plus avec des Sixers qui étaient un peu devant. 102-94 à 6 minutes de la fin. Et à la fin, c'est Milwaukee qui repasse devant et qui gagne. Mais tu vois, à la fin, à 3 minutes de la fin, Lillard qui va un peu tester Joel Embiid sur pick and roll avec son pull-up à 3 points. Et puis Lillard qui 3 fois, soit en refusant un écran, soit une vraie isolation, par 3 fois, et en gros, il attaque Kelly Oubre et il obtient soit le panier, soit les fautes. Donc, c'est exactement ce qu'il a toujours manqué à Milwaukee, c'est-à-dire ce porteur de balle. Tu lui donnes la balle et c'est lui qui peut créer l'attaque de manière, encore une fois, proactive, et vraiment lui qui crée à partir de rien, quasiment, pour résumer, et qui n'a pas trop de faiblesse, quoi. C'est un vrai porteur de balle. C'est pas comme si tu donnes la balle à Antetokounmpo plein centre du terrain et de suite t'as tout le monde qui se resserre autour et qui peut le freiner un peu. Lillard, tu peux pas. Lillard, il a un shoot. Lillard, c'est un meneur. Il peut faire du drive. Enfin voilà, c'est pas le même profil. Et donc on a vu dès ce premier match, pareil, on a vu Lillard qui en fait en fin de match, oui voilà, il manquait ça aux Bucks. Il manquait ce porteur de balle, ce créateur, initiateur. On l'a vu 3 fois sur Kelly Oubre, plus un petit pull-up où il obtient la faute sur Joel Embiid. Voilà, ça vaut le coup, je pense, le côté défensif que d'être un peu moins bon, quoi. Ouais, j'avais ce truc en tête durant toutes les actions de Lillard, c'était là genre oui, c'est vrai que point of attack ça va un peu manquer, mais là quand même il y a un step up, surtout après avoir vu Jrue Holiday jouer avec Boston la veille, t'es là genre c'est pas pareil quoi, c'est pas oui. Oui, et puis même en termes de hiérarchie, en fait, tu vois, parce que Jrue Holiday était pas un assez gros porteur de balle pour qu'on dise aucun ballon à Antetokounmpo, on donne tout à Jrue Holiday. Là, je pense qu'il y a un peu plus ça avec Lillard, de dire il est tellement fort que oui, ça vaut le coup qu'on donne pas le ballon à Giannis sur ces fins de match où il y a besoin de créer un peu à partir de rien, quoi. Donc
Donc voilà, premier test réussi dès le premier match. On a vu les retombées là-dessus. Tiens, d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais Malik Beasley, pour l'instant, qui est le 5e titulaire avec les Bucks. Middleton, je suis pas inquiet, mais je suis pas rassuré non plus sur ce premier match. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est de sa santé ou quoi, mais j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, côté Philadelphie, Tobias Harris qui nous fait du Tobias Harris, c'est-à-dire que ce soit la 5e option de l'équipe ou la 2e, même volume et même nombre de points, voilà, même influence sur le jeu. Mais non, ce que j'ai surtout noté, c'est Embiid au niveau de ce match-là. Bon, le négatif, c'est que effectivement, un peu cramé en fin de match, malheureusement. J'ai trouvé encore une fois, Waouh, ah ouais. Toi aussi, t'as trouvé ça? Ah là, il y a un passage où il fait cette passe à une main qui se retrouve nulle part à 102,97. Ouais. Et il y a il y a une contre-attaque, mais ils sont 2 contre 2, quoi. Et le mec le plus proche du 2 contre 2, c'est Embiid. Et au lieu de revenir en défense, il se met les mains sur les genoux. Et là, c'est genre, oh là là, c'est pas possible. Premier match, t'as l'impression de revoir le film, quoi. Donc, oui. La passe et au niveau de son moteur, entre guillemets, c'était pas très surprenant, mais j'ai trouvé ça un peu triste, comme j'ai dit, genre, c'était décevant. Oui, et c'est un peu régulièrement ce problème-là. Après, peut-être pas, mais en tout cas, l'impression visuelle, c'était ça. C'est qu'il manquait un peu de jus dans le moteur. Dans le négatif aussi, toujours les mêmes problèmes qu'on avait vus en fait avant James Harden. C'est-à-dire, on a quand même du mal à lui donner la balle parfois, quoi. J'ai noté 4 ou 5 séquences, je les ai relevées, où en fait, ça galère un peu de donner la balle au poste bas à Embiid parce que t'as un joueur des Bucks qui, plutôt que de rester derrière et de laisser Embiid prendre la position et réclamer la balle, en fait, il se met devant et il y a un autre défenseur qui vient en prise à 2 derrière. Et du coup, il y a un angle de passe qui est disponible nulle part, quoi. Il est pris en sandwich, ou alors des trucs comme ça où tu arrives à gêner juste assez, du coup la balle part de l'autre côté, puis finalement ça met du temps à s'installer, voilà, il y a un peu ce problème-là. Ça, il y peut rien, c'est un peu son profil qui est comme ça. Effectivement, il y a le côté passing aussi en mouvement. Je crois que Stan Van Gundy l'a noté aussi en direct. Lui qui était coach il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, il disait, nous on sait que Embiid, à partir du moment où il commence à mettre la balle sur le terrain, à commencer à dribbler, je veux dire, tu sais que tu peux apporter une prise à 2 à ce moment-là, et le côté passing, réactivité et faire la bonne lecture et faire la bonne passe dans ces situations-là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça c'est aussi le côté profil de Embiid qui a besoin d'un James Harden ou d'un joueur comme ça aussi pour être parfaitement optimisé. Donc ça c'est un peu d'un négatif. Dans le positif, c'est la défense. Qu'est-ce que moi en tout cas je trouvais que c'est positif. Est-ce que toi qu'est-ce que t'en penses de la défense d'Embiid sur ce match-là? Moi, j'ai jamais été trop négatif sur sa défense. En fait, moi, le problème de sa défense, c'est quand arrivé en fin de match, il y a plus de jus. Ouais. Et là, en fin de match, encore une fois, il a pu être attaqué par Lillard. Et je pense que sur des schémas en plus avec un Brook Lopez qui est actif un peu en périphérie et Giannis aussi, je pense que c'est en fin de match que ça va être plus problématique. Mais moi, quand on avait parlé pendant le over-under de la saison, pour moi, ça pouvait justement, Philly pouvait être une des meilleures défenses de la ligue grâce à un Joel Embiid comme on a vu hier. Donc, ça reste quand même, comme on avait vu dans ses premières années ou comme on a pu voir sur certains matchs de playoff, un protecteur de cercle élite. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Nick Nurse, on le connaît, un spécialiste défensif et spécialiste aussi des schémas très agressifs et très dynamiques. Ouais. Et j'ai trouvé un Embiid dans un rôle vraiment de roamer, comme on dit, de safety défensif, qui n'hésitait pas à abandonner Brook Lopez, qui pourtant est un shooter respecté et respectable. Et pourtant, voilà, c'est la philosophie de Nick Nurse, on priorise la défense du panier ou l'intérieur, quitte à délaisser des 3 points. Ça a toujours été comme ça, Nick Nurse. Et là, là on a eu exactement ça, et donc je vais suivre ça parce qu'effectivement ce rôle un peu plus libéré, on va dire, de Joel Embiid, où c'est pas grave si vient aider à l'intérieur, vient intimider, vient faire des aides, et il en a fait 7 ou 8 que j'ai relevé hyper impactantes, où il vient aider en deuxième rideau sur Antetokounmpo, il vient annihiler plein d'actions, il vient défendre le panier, même empêcher des tirs, et d'ailleurs notamment sur Giannis, comme je disais. Mais c'était très positif et j'ai hâte de le voir pas mal dans ce rôle un peu plus libre, on va dire. Et c'est pas grave s'il y a une passe qui arrive vers Brook Lopez et qui prend le 3 points. De toute façon, si la passe arrive, il y a moyen que d'autres joueurs aient le temps de faire la rotation ou de venir aider, grosso modo.
Donc assez content sur cet aspect-là. Il y a une fois en fin de match sur un 3 points un peu clutch où justement Adrian Griffin fait un bon play call, on va dire, et justement il fait un petit système en sortie de temps mort ou pas loin, où justement il fait remonter Brook Lopez un peu de manière scriptée pour contrer, et ça donne effectivement un 3 points. Donc c'est pas un système infaillible évidemment, mais j'ai beaucoup aimé ce côté. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur intimidateur de panier de NBA quand il est en forme, donc on va l'utiliser comme ça encore plus que d'habitude, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé, à suivre. Ah oui, si, autre point, pardon, rapidement. Tu savais que Nick Nurse avait été le coach des Vipers à l'époque des Rockets, l'équipe de D-League, ou pas? Bah oui, parce que j'ai écouté le podcast sur la conférence Ouest Ah ou oui, on en a parlé, Est, oui. et C'est vous vrai. en avez parlé avec Antoine Desmagues, et du Non, coup, c'était avec Amine. c'était avec oui, du coup, c'était avec Amine. Mais du coup, j'avais l'info, ouais. J'avais l'info et je sais plus il était de proche ou de loin un moment avec Boston aussi, Nick Nurse, mais je sais plus exactement s'il y a un lien avec Brad Stevens ou pas du tout. Alors ça, j'en sais rien, mais je parle de ça parce que, alors, pour ceux qui n'ont pas connu, les Vipers à l'époque, qui étaient l'équipe de D-League des Rockets, qui était une des premières à être précurseur niveau analytique, c'est vraiment pousser la révolution et faire des tests un peu. C'était un laboratoire, la D-League, et notamment, ils faisaient que 3 points et layup. Vraiment pousser à l'extrême, petite expérimentation. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on a vu un énorme retour en deuxième mi-temps de la part de Philadelphie, qui était pas mal distancé, et qui clairement, ils sont revenus des vestiaires avec le plan de jeu, c'était on shoot à 3 points dès qu'on peut. Et on va pas tous les mettre, mais on va multiplier les tirs à bonne récompense, on va dire, 3 points plutôt que 2. Et ça a marché, ça marche pas tout le temps, mais c'est une stratégie qu'ils ont clairement appliquée dès le début de la deuxième mi-temps. Retour des vestiaires. Et d'ailleurs, tu vois, il y a des fois où Embiid il reçoit la balle, il fait une feinte de tir à 3 points vite fait, et puis ça marche pas trop, mais il insiste quand même, il reprend le tir, et voilà, etc. Mais ce côté plus de 3 points, jouer sur le côté fréquence à 3 points, il y en a suffisamment qui sont rentrés, du coup ils sont revenus dans le match. Assez intéressant, et vraiment cette équipe des Sixers, c'est dommage qu'il y ait Staffer James Harden, parce que Nick Nurse, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je vais suivre d'autant plus, parce que pour le coup ils sont revenus dans le match avec ça. Tu me dis, est-ce qu'on a des choses à dire sur les affiches de la semaine, ou est-ce qu'on peut avancer? Non, ouais, on peut avancer. Et j'ai confondu Brad Stevens, c'est le GM le GM actuel justement des. Masai Ujiri. Non, je plus son nom, celui des Rockets et des Sixers actuels, Pat Riley, ouais. le Pat père Riley. le père des analytics. Merci. Ah, Saminki, oui, tu veux dire. C'est ça? Sixers? Oui, Non. ouais, je pense que je sais plus si c'est Dolan ou Nolan en fait, ou je peux pas du tout. J'ai un trou James Dolan. trou- Ouais, non. Christopher Nolan, Non. je crois, c'est le. Christopher C'est pas Nolan. Christopher Nolan, ouais. Non, en vrai, tu parles de Daryl Morey, c'est ça? Ouais, alors pourquoi Nolan, je sais pas, mais oui, je parlais de Daryl Morey, c'est ça. Bah oui, c'était Daryl Morey qui était le GM des Rockets à l'époque où il était aux Vipers. Voilà, effectivement. ok. Donc ils se connaissent. Oui, c'était l'idée. Bref, on avance, donc on a fait les affiches de la semaine. Notre petit focus, vite fait, petit sujet libre, thème libre, notre top 5 des équipes les plus hype de la saison. Je t'en prie, révèle-nous ton top 5 subjectif, hein, là pour le coup. On démarre la saison un peu tranquillement, on fait pas un gros focus détaillé ni quoi que ce soit. Ton top 5 des équipes que tu as le plus envie de suivre cette saison. Du coup, en premier, ça va être Atlanta. On parle hors Boston, hein, parce que sinon, je pense que c'est forcément l'équipe que je vais le plus suivre. Et on parle que de saison régulière. Atlanta pour l'attaque sous Quinn Snyder, pour avoir plus de triangles off-ball, même si ça n'a pas été le cas au match 1 contre Charlotte, où il a fait il a fait très peu de mouvements off-ball. Pour Saddiq Bey, que c'est un joueur que j'apprécie. Et j'avais lu pas mal d'articles sur lui aussi qui m'avaient un peu fait m'attacher au personnage, donc j'aime bien pour voir la progression d'Onyeka Okongwu, pour voir aussi comment ils vont mieux utiliser AJ Griffin, et est-ce que ça va vraiment devenir un gros shooter de la ligue, est-ce que ça peut, sur un gros volume, il peut garder un petit peu son efficacité à 3 points, et surtout pour Jalen Johnson,
que j'adore voir jouer dans un rôle un petit peu de connecteur, voire de playmaker, et en plus qui peut permettre de défendre sur plusieurs postes défensivement. Donc voilà, niveau, j'ai très envie de voir l'attaque des Hawks évoluer. Donc là, on est sur un hashtag chouchou, c'est ça? Ouais, ah bah oui, de toute façon, c'est un peu ça, une équipe hype, non? Une équipe Non, qui mais te Jalen hype. Johnson, tu aimes beaucoup. Ah ouais, Jalen Johnson, j'aime beaucoup. Clairement, c'est un de mes chouchous de la nouvelle génération. Je pense, tu vois, avec Jaden McDaniels, c'est un peu les deux jeunes sur lesquels je mets mon focus. Et Franz Wagner, bien sûr. Ok. Vas-y, ensuite, le reste de ton top 5. Orlando. Ah bah évidemment, oui. Évidemment. Mais pour d'autres raisons que Wagner aussi, pour le retour de Jonathan Isaac sur un terrain de basket, parce que on a vu que 14 minutes, mais c'est quand même assez incroyable à chaque fois quand il arrive à bouger. C'est assez ouf défensivement. Pour voir comment ils vont mieux utiliser Banchero, pour voir le futur pivot des Celtics, Carter, s'il est toujours en bonne forme. Parce que Markel Fultz aussi, et même Jalen Suggs, c'est plein de petits joueurs que j'aime bien, et c'était une très bonne défense. Et là, j'ai envie de voir à quel point ils peuvent être une grosse défense. Donc là, c'est plutôt l'inverse d'Atlanta, où je vais plutôt m'attarder sur l'attaque chez Atlanta. Orlando, j'ai envie de voir à quel point ils peuvent être une très très bonne défense avec les profils qu'ils ont, qui sont pour moi vachement complémentaires. Et je vois, bon, à part Joe Ingles qui a un point mort plus en défense, je vois pas de mauvais défenseurs. Et du coup, ça peut être une bonne, en tout cas un bon curseur s'ils arrivent à être une top 10 défense peut-être, comme ils l'ont été sur la fin de saison dernière, pour pouvoir aller chercher le play-in. Donc on est d'accord que Atlanta, Orlando, c'est des équipes, tu te lèves le matin, il y a un match d'Atlanta ou d'Orlando, tu cliques en gros. Voilà, s'il n'y a pas Boston qui a joué par exemple. S'il n'y a pas Boston, évidemment. C'est un peu l'idée. La troisième, ça va être la Nouvelle-Orléans. Oui. Les Pelicans, parce que Zion Williamson, hein, tout simplement. Donc tant que Zion Williamson sera sur deux pieds, en tout cas, ça sera l'équipe que je regarderai quasiment en priorité, à part grosse affiche, parce que j'ai envie de voir à quel point il peut vraiment percer un plafond offensivement et comment il va être utilisé aussi. Voilà, moi j'ai écrit juste récemment un article sur lui et à quel point il changeait la donne offensivement de manière collective. Mon seul problème un petit peu avec les Pelicans, c'est le reste. McCollum et Valanciunas, j'ai l'impression de regarder un petit peu des joueurs qui ont déjà fini un peu leur carrière. C'est un peu triste parce qu'ils sont pas si vieux que ça. Mais il y a aussi des Dyson Daniels que je vais beaucoup aimer voir jouer, Herbert Jones aussi. Ingram un petit peu plus dans un rôle de point forward. Je sais pas si on a encore le droit de dire ce thème, mais bon, j'ai compris qu'il y avait eu des flashs un peu à la passe l'année dernière, donc j'ai envie de suivre ça d'un peu plus près, et en espérant un retour peut-être de Trey Murphy aussi. Donc voilà. Ok. Alors j'avoue que juste je place que j'avais aussi les Pelicans. J'avais aussi les Pelicans dans mon top 5, moi. Parce que j'adore McCollum, j'adore Ingram, j'adore Alvarado. Donc, pardon, je suis un peu ironique. Non, c'est. J'étais en train de me dire où est-ce que je suis là. Non, je suis un peu plus bas que la moyenne sur ces joueurs-là, mais par contre, j'ai les Pelicans parce qu'il y a Zion et parce qu'il y a James Borrego qui est coordinateur offensif de cette équipe. Et moi, je suis le plus grand fan du monde de James Borrego à l'époque de Charlotte. Voilà, j'ai adoré son attaque. Il avait des concepts assez incroyables, même si personne ne le savait, parce que en fait c'était Charlotte et personne ne regardait, et que il fallait regarder Devonte Graham et Terry Rozier pour le savoir, mais moi je le faisais et c'était incroyable. Donc j'ai aussi Pelicans, j'ai aussi Atlanta pour Quinn Snyder aussi. Donc on a à peu près les mêmes, mais je te laisse continuer. Donc t'en as fait 3, il t'en reste 2 alors. Ouais, il m'en reste 2. Du coup il y a les Pacers. Ouais. Pour l'attaque collective, disons, autour d'Haliburton, pour voir les progrès de Bénédicte Mathurin, pour voir Obi Toppin jouer le rollman et envoyer des dunks, pour voir si Aaron Naismith va continuer à progresser et ce qu'ils vont pouvoir faire avec Bruce Brown, mais c'est surtout pour voir comment collectivement ils vont pouvoir avoir une des meilleures attaques de la ligue, et est-ce que ça va se concrétiser.
pour continuer à voir les progrès de Tyrese Haliburton. Mais je pense que même un match pour poser un peu le cerveau sur les défenses et pour juste regarder des systèmes un peu offensifs et comment le flow de l'attaque d'Indiana se déroule, je pense que ça peut être très très cool. Et donc voilà, c'est la quatrième équipe un petit peu hype que j'ai envie de regarder. Je sais pas si tu les avais. Je ne les avais pas parce que Ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de transitions. Ouais. Et je suis un peu moins hype sur le côté fun sur demi-terrain. Mais bon, après, ça va quand même être intéressant. Et puis c'est hype de toute façon parce qu'il y a Haliburton, on est d'accord. Voilà, très bien. Moi, je pense qu'on a aligné là-dessus. Et du coup, la dernière qui est hype défensivement, disons, en espérant que du coup McDaniel s'y joue. Mais du coup, c'est les Timberwolves. Ah ouais, Ouais. t'es chaud sur la défense des Timberwolves? Ouais. Je suis très chaud sur le line-up en fait avec Hayward, Edwards, McDaniels, Gobert et Kyle Anderson par exemple qui peut très bien tourner défensivement et avec Conley un peu dans le rôle de D'Angelo Russell de peu quarterback défensif qu'il avait sur les 2 saisons précédentes. Je pense que ça peut être très bon. J'ai plus de questions sur leur attaque que sur leur défense. Pour moi, ce sera quasiment assurément une bonne défense entre guillemets. Ouais. Mais parce que Gobert. Puis j'ai envie de voir Gobert. Moi, quelqu'un qui a jamais énormément porté Gobert dans son cœur, j'ai envie de voir réussir dans une top défense et pas en étant le seul bon défenseur. Et en fait, je me dis il y a un plafond défensif qui me paraît tellement haut que ouais, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc voilà mes 5 équipes un peu hype, mais je vois que t'en avais presque aucune en commun avec moi, donc je dois pas. Si. Je suis à côté. Non, bon, j'ai joué la surprise, j'ai fait la surprise, mais t'en as parlé en plus dans le podcast de QI Basket, hein, donc de ce côté défense des Timberwolves, tu as pas mal développé, si ça vous intéresse, le podcast de QI Basket. Non, moi j'avais Atlanta et Pelicans comme toi. Okay. J'avais Dallas, moi, en numéro 1, parce que je suis Oui. très hypé, non seulement par Doncic, mais aussi par le fait de tous les profils qu'il y a à côté, Mhm. par Kyrie aussi, qui est un de mes joueurs préférés, en plus de Luka Doncic. Et je suis très, très intéressé, même si, encore une fois, il y a Jason Kidd. Donc ça, c'est toujours la limite, mais, Ouais. mais ça m'intéresse beaucoup. Et donc Atlanta, Pelicans, je les avais aussi, mais j'avais 2 autres. J'avais OKC dans mes équipes Oui. un peu hipster, un peu sexy de la saison. Parce que OKC, il y a tellement de jeunes intéressants là-dedans. J'adore aussi la manière de jouer et j'adore ce que fait Mark Daigneault. J'arrive toujours pas à dire son nom, mais j'aime beaucoup. Depuis l'an dernier, déjà, on en parlait, mais c'est vraiment tactiquement très intéressant ce qu'il fait en attaque et en défense, d'ailleurs, avec des concepts assez intéressants. Et puis en 5e, j'ai Miami. Voilà. Parce que Miami, j'adore. Regardez Spoelstra, même en saison régulière, c'est toujours à chaque fois que je regarde Miami, il y a toujours des trucs tactiques hyper intéressants et donc il y a toujours des batailles un peu stratégiques donc voilà, moi le paroxysme de NBA en saison régulière, pour moi c'est des Golden State Miami. Tu sais que c'est toujours fascinant, Golden State Miami, Steve Kerr contre Spoelstra. Donc voilà un peu pour mon top 5. Donc voilà pour le petit focus du jour, pardon, petit thème libre. Donc on se fera les stats de la semaine, pas aujourd'hui, le scouting de la semaine, pas aujourd'hui, vu qu'on a fait le focus. On fait pas ça toutes les semaines. Tiens, les questions auditeurs avant de passer au quiz. Les questions auditeurs, j'en ai relevé, il y en avait pas mal. Alors pour l'instant, je n'ai posé la question que sur le Discord, mais maintenant j'essaierai aussi de le faire aussi sur Twitter et ailleurs. Vous pourrez poser vos questions, pas que sur Discord évidemment. Mais donc si j'arrive plus à cliquer sur le lien, on avait une première question de Will Matic qui nous dit un focus sur Victor Wembanyama s'il vous plaît, joueur sous-coté, et on n'en parle pas assez selon moi. Donc voilà, peut-être on prendra le temps de le faire à un autre moment. On a quand même réussi à pas regarder le match, quoi. On s'est quand même réussi à passer à côté de ça, alors que c'était l'événement de la semaine en NBA, et nous on fait un hebdomadaire et on se dit non, on va pas parler de ça, on va même pas regarder le match. Regardez quand même, j'ai regardé, mais j'ai pas détaillé, un visionnage autant détaillé que les autres, effectivement. Chacun de nous va compter sur l'autre pour le faire. Voilà, catastrophe. Question de Dime Zhao qui nous dit: tu dors bien depuis que t'as mis Harden devant Curry dans la centaine? Oui.
Voilà. Merci, merci pour la question. Grégoire de Phoenix Suns France qui nous dit très envie d'écouter, de voir une analyse sur le double-double de Andrew Nembhard. Est-ce que tu l'as vu ce double-double de Andrew Nembhard, Azad? Par contre, j'aime beaucoup Indiana, mais j'allais quand même pas regarder contre les Wizards, quoi. Genre, il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a que 24 heures dans une journée. Et là, j'avoue que regarder genre 48 minutes de transition, c'est trop. Non, mais effectivement, on en a parlé de Nembhard avec Antoine Demac, justement, quand on a fait les stats de la saison sur les Pacers. Donc, je crois qu'il y a 15 ou 20 minutes dans ce podcast-là où on parle de Nembhard, si ça vous intéresse. Tyler aussi, qui nous demande, par rapport à Wembanyama, est-ce que vous pensez que le profil choisi par les Mavericks pour défendre, qu'est-ce que vous pensez du profil choisi pour le défendre, à savoir donc Grant Williams, qui est un peu plus puissant et un peu moins grand. Est-ce que ça peut donner une idée de comment les équipes NBA vont tenter de le mettre en difficulté de ce côté-là du terrain? Et je trouve que la question est vachement intéressante parce que ça fait un peu écho de ce qu'on a toujours dit aussi sur des profils un peu comme ça, notamment Porzingis aussi ou Gobert, qui sont très grands, mais du coup le fait d'être très grand, t'as aussi un centre de gravité très haut. Alors l'avantage de Wembanyama, c'est que lui, comme on a dit tout à l'heure, il y a une séquence notamment où il shoot par-dessus Grant Williams, donc il y a la taille et il y a le toucher de balle et le jump shot pour aller par-dessus. Mais c'est vrai que ça peut être une tactique aussi, ça, de le côté où on met un mec beaucoup plus robuste, et comme Wembanyama a un centre de gravité assez haut, il peut pas aussi facilement enfoncer sa position au poste bas et jouer le poste bas en fait. Clairement, bah en fait, tu vois, toi t'as pensé à Porzingis et Gobert, moi j'ai pensé à Kevin Durant. Et Oui. tu vois, parce que Grant Williams, et je revois la série des Nets contre les Celtics en 2022. Et oui, c'est sûr qu'il y a certains moments où il arrivait un petit peu à shooter par-dessus. Déjà, si tant est qu'il arrive à obtenir le ballon dans la zone où il voulait l'obtenir. Et pour moi, ça se rapprochera peut-être même plus de ce type de défense-là qui peuvent être intéressantes contre un profil comme Victor. Du coup, sur un petit peu comme les Celtics avaient pu défendre KD, plus que comme des équipes ont pu défendre Gobert et Porzingis. Quoique Porzingis, ça s'en rapproche. Gobert, je pense que ça manque un peu de toucher, de menaces à mi-distance et à 3 points. Mais clairement, sur reprendre un petit peu les schémas de comment était défendu KD, ça me semble un petit peu la logique en termes de match-up et même de comment tu organises ta défense par rapport à lui. C'est pas un mec que tu vas défendre comme un Zion, par exemple, où tu vas devoir faire un mur et organiser vraiment ton système et ta géométrie défensive entre guillemets avec une diagonale devant lui. Là, ça va plus être un petit peu le gêner à la réception et l'éviter en fait d'aller sur les zones de confort une fois qu'elles seront identifiées. Oui, je suis d'accord. Question d'Ismaël qui nous dit « Je verrais bien une catégorie que penser d'eux avec en sujet pour l'émission, que penser d'eux, et notamment au niveau des stats. On a aussi pas mal de gens qui nous ont parlé de ça, démocratiser un peu les stats avancées. Ouais. En effet, nous avons une section dédiée à ça, donc la stat de la semaine, où on va essayer de chaque semaine d'en parler. Donc là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein, puisqu'on est un peu sur le début de saison, donc on fait un peu attention aux stats. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait une question de notre ami Garincha aussi qui nous demande par rapport à ça, à partir de quels sont les échantillons acceptables sur les différentes stats les plus pertinentes pour évaluer un joueur. Vu que c'est la période des conclusions hâtives, ça mérite un petit rappel. Qu'est-ce que tu dirais, toi, au niveau échantillon acceptable? 50 matchs? Ah oui, c'est beaucoup quand même. Bah, j'aurais dit All-Star Game en fait. Enfin, ouais. Pas que avant ce soit. Tu peux identifier des tendances à la limite, mais enfin, tu vas pas pouvoir vraiment avoir de certitude. Même au bout d'une saison, parfois on n'en a pas vraiment. Tu vois, quand on prend le pourcentage à 3 points par exemple, on le regarde plus sur 3 saisons que sur une seule saison. Donc, je pense que pour faire un peu une réponse de poéticien, ça va dépendre de la stat entre guillemets. C'est ça, ouais. Tu vois, je pense que selon j'allais dire la volaille, selon la volatilité de la statistique, Jordan Poole. et ben, t'as besoin de plus ou moins de matchs pour avoir des certitudes. Peut-être que sur les ratings offensifs et défensifs, tu vois, rarement potentiellement une équipe va passer de pire défense à meilleure défense
au cours d'une saison. Donc peut-être que d'ici Noël ou peut-être que d'ici mi-janvier, tu auras un peu plus de certitude sur qui sont les grosses attaques et les grosses défenses de la ligue. Ouais. Même si on a vu des équipes comme Boston en 2022 qui étaient pas une très bonne défense avant ça, qui montrait de bonnes choses et en fait qui a complètement explosé avec au cours de la saison, quoi. Donc, voilà. Puis ça dépend beaucoup de la réussite à 3 points aussi. Mais des fois, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Bah, c'est ça en fait. La clé dans tout ça, c'est la variance qui est inhérente au fait d'avoir un sport et un jeu où on a des jump shots qui sont assez aléatoires. Moi, j'ai un peu un dicton qui est de dire pas de stats avant Noël. Après Noël, on peut peut-être commencer, mais avant Noël, rien. Avant Noël, non, rien. Vous attendez les matchs de Noël. Bon, sauf sur les années de lockout où ça commence à Noël. Mais non, il faut faire un peu attention avec ces stats. Pour moi, on va dire que Noël, 2 mois, c'est le minimum pour des ratings ou pour des trucs comme ça. Après, comme tu dis, on peut commencer à deviner des tendances. D'ailleurs, nous, on le fait. Hein. Là, on a 2 jours de match à peine et pourtant, on analyse un peu du microscopique et du tactique. Mais les chiffres à plus grande échelle, on peut pas faire n'importe quoi. Notamment les chiffres d'efficacité d'un joueur, ça peut dépendre parfois du 3 points, qui sur des mini échantillons, c'est pas idéal. En général, moins de 100 tentatives à 3 points, par exemple, c'est ridicule. Autour de 150, 200, 250, on commence à être un peu plus satisfait, mais même là, il y a de la variance. Mais voilà, on va dire 150, 200, c'est un peu le minimum. mais pour les ratings, je dirais à peu près Noël, ouais. Pas avant, en tout cas. Mais bon. Après, on peut étudier la défense d'un joueur, ça on peut se faire au bout d'un match. Hein. Étudier à quel point est-ce qu'un joueur peut aller au panier ou pas, ça on peut le faire. Et d'ailleurs, les stats un peu de drive, c'est quand même des tirs plus proches du panier, donc il y a beaucoup moins de variance, donc on peut s'y intéresser un peu plus tôt, en effet. Les volumes, ce que tu disais, même les volumes, tu vois, plus que l'efficacité, tu peux les voir plus vite peut-être aussi. Parce qu'il y a moins de volatilité, c'est plus une question d'intention. En fait, peut-être qu'il faut pas trop regarder les stats result oriented, mais qu'il faut regarder plus les stats qui vont donner des tendances, un petit peu de volonté, plus que de réussite. Oui, au bout de une quinzaine de matchs, tu as à peu près déjà 15-20 matchs le profil de tir d'un joueur, par exemple. À peu près, voilà, tu sais qu'est-ce qu'il fait. Au bout de 2 matchs, non, ça peut dépendre de qui est en face ou de la forme du joueur. Au bout de 15-20, on commence à peu près avoir l'image finale. Donc voilà pour cette question-ci. Est-ce que j'en ai oublié? Il y a des gens qui nous demandaient effectivement pour les stats. Question posée régulièrement de la part de Bousquetos qui nous dit comment as-tu pu constituer une base suffisante pour avoir une grille d'analyse solide en termes de lecture, en termes de vidéo, et quels sont les coups de cœur en termes de lecture basket? Azad, est-ce que tu as des coups de cœur en termes de lecture basket? De personnes que j'écoute ou de joueurs? Je pense de contenu basket. Voilà, ça va être nul, je vais répéter la même chose que tout le monde, mais Half Court Hoops, j'avoue que j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que ça vient aussi de la voix du mec et de la manière d'expliquer les choses qu'il a, que je trouve parfois, même si c'est un peu trop précis, il est beaucoup dans les détails et il fait des breakdowns de genre 15 minutes parfois. Et sur son site internet est genre fantastique, il y a des playbooks, il y a même trop d'informations, mais c'est quand même cool pour des personnes comme moi qui découvrent un petit peu ça au fur et à mesure. Donc ça j'aime, c'est un mec que je recommanderais fortement. Il y a aussi celui qui a créé le Medium avec tous les systèmes. Je l'ai partagé il y a pas très longtemps sur Twitter. Il y a un Bowser to Bowser, je crois il s'appelle sur Twitter, qui a un Medium avec genre tous les systèmes, en tout cas pas tous, mais une grosse partie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux aller dessus, tu fais un contrôle F de ce que tu as vu dans le match et tu peux potentiellement retomber sur le nom des systèmes. Et enfin, ça, c'est vraiment super bien foutu. C'est un site que je vais parfois juste visiter pour voir un petit peu à quel point genre je me trompe sur les noms des systèmes que je donne, parce que ça m'arrive très souvent. Et voilà, peut-être les 2 premiers qui me viennent en tête qui sont pas Ben Taylor ou Mike De La Rosa. J'ai beaucoup aimé le bouquin de Mike Prada sur putain, j'ai plus Space Out.
Space Out, ouais, vraiment, c'est un super bouquin parce que ça parle tactique et il a aussi plein de petites d'anecdotes sur les débuts de la ligne à 3 points, son utilisation et un petit peu tu vois, la conduite du changement qu'il y a dû avoir et la résistance au changement qu'il y avait par rapport à ça. Donc ça, même pour un peu comprendre un petit peu les coulisses de la tactique et des histoires de la ligue et de son évolution, c'est vraiment super. Donc voilà. Et après, du coup, beaucoup en anglais, en français, j'ai pas du tout d'idée. En vrai, j'avoue. C'est gentil, merci. Non, mais... non, mais effectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et puis, dernière question de Sixella, auquel on a déjà un peu répondu à moitié, qui nous demande, question pour le premier épisode, qu'est-ce que Borrego peut apporter au playbook des Pels pour qu'il ne soit plus nul? Bonus, quel joueur peut le plus bénéficier de son apport? Clairement, moi je pense que c'est Zion, parce que c'est un joueur qui est pas facile à optimiser. Enfin, c'est pas comme, Lillard, tu donnes le ballon, tu donnes un pick and roll, c'est fait. Mais Zion, c'est un peu comme Antetokounmpo, il faut un certain contexte, il y a certains compromis, mais si tu y arrives, ça peut être tellement génial, quoi. Et d'ailleurs, Giannis, c'est absolument génial, c'est phénoménal. Et Zion, je pense que ça peut être ça. J'ai déjà vu sur le premier match, là, alors j'ai pas vu le match, mais j'ai quand même regardé les highlights de Zion. T'as des trucs avec des systèmes ou des fake backdoor ou des trucs comme ça, c'est ok. Ça donne des systèmes sympas. Donc voilà, Borrego, on achète fort Borrego et surtout pour Zion. Ok pour les questions des auditeurs. N'hésitez pas à en reposer sur Twitter, sur le Discord, un peu partout. La semaine prochaine, j'essaierai un peu de les mélanger peut-être avec les affiches de la semaine. Si vous avez des questions sur les affiches ou les gros matchs de la semaine. Avant de passer au quiz, pour terminer, un quiz en 2 temps, tu vas voir. Mais avant de passer au quiz, les affiches de la semaine prochaine. Si on vous fait un peu votre programme pour la semaine à venir, quels sont les matchs à regarder cette semaine, Azad? Du coup, lundi, moi j'ai noté Denver-Utah. Ouais, pas mal. Et je vois que tu as rajouté Miami-Milwaukee. Oui. C'est vrai, je n'avais pas forcément noté. Je préfère Miami-Milwaukee parce que c'est le Lillardico, comme on dit, le fameux. Ah mais oui, je suis con. C'est le derby, c'est le Lillardico, Miami-Milwaukee. Ah mais oui, si, t'as raison. Ensuite, mardi, j'ai noté un Cleveland-New York. Ouais, pas mal. Voilà, c'est sympa de revoir un peu les séries de playoffs qu'on a vues l'année dernière. Mercredi, il y a un Clippers Lakers, donc derby des anges. On repart aussi le mercredi en Californie. En fait, il y a 2 derbys californiens mercredi parce qu'on a Golden State Sacramento et en plus c'est le remake de la meilleure série de playoffs de la saison dernière. Donc ça c'est bien. Jeudi, t'as marqué début du tournoi. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors, petit rajout au montage, ça commence bien. Dès la première hebdo, dès la première émission, on se plante dans l'agenda à vous donner. Et donc non, ce n'est pas jeudi soir que commence le tournoi. Jeudi soir, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs en termes de match. Par contre, donc, à partir de vendredi, commence ce fameux tournoi, le tournoi de mi-saison. 3 affiches, Golden State, OKC, pas mal. Milwaukee, New York aussi, pas mal. Et une 3e qui est très intéressante, Dallas contre Denver. Donc ça, c'est pour vendredi. Samedi, peut-être du Phoenix, Philadelphie. Et puis, dimanche prochain, Golden State, Cleveland, notamment, à se mettre sous la dent. Voilà pour votre programme. Si vous avez des matchs qui vous intéressent, vous pouvez déjà noter dans l'agenda. Et donc, on passe au quiz. Un quiz en 2 temps. Alors, ce qu'on va faire, Azad, il y a un premier quiz. C'est un quiz, on va compter les points. Et on va le faire toutes les semaines. On verra qui aura le plus de points à la fin de l'année. Ouais. Il y en a un autre, c'est juste un quiz marrant ce sera un cliquet sur le terrain. Okay. Mais donc, la première partie, la plus importante, 10 questions. Tu peux avoir 10 points. Ok. 10 questions. On va jouer d'abord, on va faire comme Charles Barkley, un Who He Play For. Mais comme j'ai pas l'accent, on va appeler ça un pour qui qu'il joue. Voilà. Pour qui qu'il joue. C'est un pour qui qu'il joue. Est-ce que tu peux me citer l'équipe rapidement, je vais pas te laisser 3 heures pour chercher sur internet. Azad, où joue Aaron Holiday en 2023-24?
Indiana? Non, et non. C'était Houston, les Houston Rockets. Oh putain. Azad, où joue notre ami Ty Jerome cette année? Ty Jérôme. Putain. Les Spurs? Non, 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 pas les Spurs. Non, non. Il est à Cleveland cette année. Ah, ok. Il est à Cleveland. Eh oui. Le club des gens qui sont nés le 8 juillet. On l'embrasse, Ty Jerome. Azad, où joue Javon Carter cette année? Ah putain, je sais. Les Bulls? Exactement. Un point sur 3, Azad. Azad, où joue cette année Troy Brown Jr. Milwaukee? Ah, presque. Ça a commencé pareil. C'était les Minnesota Timberwolves. Ah, mais... Et on va se faire un dernier. Lequel on va se faire Azad, où joue Matt Ryan? Non pas le quarterback des Falcons. Où joue Matt Ryan? Eh ben, New Orleans, parce que j'ai regardé le match. Exactement. Matt Ryan joue aux Pelicans. Aux Pelicans, oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça te fait 2 points pour pour qui qu'il joue. Hein. Ah non, pardon, j'en avais un dernier. Azad, où joue Marcus Smart? Ah putain. Ah, allô? Tu m'entends? Après, j'invoque le 5e amendement. Ok. Bon. Donc tu perds un point. Et ensuite on fait... non, non. Ok, donc 2 sur 5 sur ce premier quiz. Deuxième quiz. Over-under. Azad, Trey Jones contre Dallas a-t-il joué plus ou moins que 25 minutes dans le match? 25 minutes, 0 secondes. Moins. Et non, c'était plus, c'était 25 minutes et 6 secondes. Oh putain. Donc on reste à 2 sur 6. Super. Azad, combien de minutes a joué cette saison en cumulé, donc sur les 2 matchs contre Golden State et Lakers? Notre ami Drew Eubanks, 30 minutes plus ou moins? Plus. Exactement. 36 minutes jouées sur ces 2 matchs. Ok. Andrew Higgins, son total de points contre Phoenix, je mets la barre à 15. À ton avis, c'était plus ou c'était moins? C'était moins. Exactement, c'était moins. C'était 10 points. Encore un point pour Azad, c'est exceptionnel. Scoot Anderson a fait ses grands débuts contre les Clippers. Je crois que tu as vu le match en plus, tu m'as dit. Le nombre de points, 20 points sur ses débuts NBA. Plus ou moins? Moins. Exactement, c'était 11 points. Tu l'as dit au hasard ou tu le savais vraiment? Non, je savais. Et le dernier, t'es pas mal sur ce quiz, t'es à 3 sur 4 pour l'instant. Est-ce que tu vas être à 4 sur 5? Javal Magui, son nombre de minutes sur le premier match de la saison contre le Utah Jazz. 3 minutes, c'est plus ou c'est moins? C'est plus. T'es sûr? Ouais. Comment tu le sais? Parce que j'ai regardé le box score. Non, mais j'ai pas regardé le box score là maintenant tout de suite, mais oui, j'ai compris. J'ai regardé le box score le lendemain du match. Et je crois qu'il a joué genre 16 minutes, non? Il a joué 13 minutes. Okay. C'est effarant. Notre ami Javal Magui, qui n'avait pas sa place à Dallas, et à juste titre, et qui là joue 13 minutes. Mais bon, tu t'en as quand même mieux sorti sur ce deuxième quiz. Hein. C'est sûr qu'on me demande sur des trucs de la semaine d'avant que j'ai vu, c'est plus facile que quand c'est des actions qui datent de 6 mois, ouais, c'est sûr. Ouah. Attends, sur le Who He Play For, tout le monde aime bien se moquer de Charles Barkley, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, ouais. J'avoue, franchement, surtout quand tu dois donner la réponse dans l'instant. Et puis j'aurais pu faire 5 sur 5 quand même, parce que le coup de Tyus Jones, 25 minutes et 6 secondes. De Trey Jones. Trey Jones, ouais. Pareil, ils sont jumeaux, non? Où joue Tyus Jones, Azad d'ailleurs? Tyus Jones, c'est les Wizards. Ouais, tu vois, c'est facile ces joueurs comme ça. Alors quand tu fais les prévus des Wizards, ça aide. Ok, eh bien, je te note pour un 6 sur 10, c'est pas mal. Voilà, pas mal. Azad, pour l'instant, en tête de la race. Et puis, un petit dernier quiz pour le fun, hein, parce que c'est la tradition. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain, des actions marquantes de la saison? On va faire ça chaque semaine. Okay. Le premier panier de Victor Wembanyama. Qui est sur le terrain, Azad, au moment du premier panier de Victor Wembanyama? Et bah, du coup, il y a Derrick Jones Jr. Exactement. Il y a Derrick Jones Jr., il y a il y a Grant Williams.
Tout à fait. Il y a Luka Doncic, Kyrie Irving Oui. et Tim Hardaway Jr. Et non, ce n'est pas Tim Hardaway Jr. Putain, c'est qui du coup? Il manque le pivot. Ah, bah c'est le rookie, je sais pas son nom. Il finit par un 2, son nom de famille, mais j'avoue que j'ai pas le nom de famille en tête là. Non, ce n'est pas lui. Ah, c'est pas lui? Et non. C'est Derek qui? Lively sortait du banc sur ce match-là, alors qu'il avait été titulaire toute la pré-saison, hein, mais Pas Norman Powell, Dwight Powell? ce n'est pas Dwight Powell non plus, qui je crois n'a pas joué ce match du tout. Bah c'est qui le pivot des Mavs? Hey. Pivot? Attends. Oui. Alors il a joué pivot, hein, même si c'est pas vraiment un pivot. C'est plutôt un poste 4 mobile. Ah bah je sais pas Européen. du tout. Européen. Si je te dis allemand même. Ah putain, Maxi Kleber. Exactement, c'est Maxi Ok. Kleber qui était sur le terrain. Oui, c'est vrai. Pour moi, il était blessé encore. Non, il joue. Oui, d'accord. Et côté Spurs? Wembanyama, Sohan, du coup, vu qu'apparemment on prononce pas le Oui. C. Et ben Devin Vassell, Zach Collins et Tyus Jones. Non, Trey Jones. Alors. Du coup. Toujours pareil, il est toujours au Wizard, hein, Tyus Jones. Non, Trey Jones sortait du banc, justement, sur ce match-là. Ah bah oui, je suis con, s'il y a Sohan, du coup, ça veut dire qu'il y a Keldon Johnson. Exactement, Keldon Johnson est sur le terrain pour cette action marquante, la première action marquante de cette première semaine NBA, en tout cas c'est l'hebdomadaire de la semaine 1. Voilà qui est sur le terrain. Voilà, ça nous fait une première émission avec toi, Azad. On s'est bien marré sur les quiz, hein, c'était le but, hein, c'était clairement le but. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur le Basket Lab pour cette hebdo numéro 1. Eh ben, hâte de revenir dans 3 semaines, du coup, potentiellement, pour réussir un 10 sur 10. On n'y croit absolument pas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et pour de vrai, j'espère que ce format vous aura plu. Comme dit dans l'introduction, c'est un vrai défi que j'ai envie d'avoir cette année. Non seulement d'avoir un peu une émission d'actu un peu plus classique que ce qu'on peut faire sur Basket Lab, ne pas se cantonner à des sujets un peu théoriques, mais aussi accueillir tout le monde en fait, hein. Ceux qui veulent aussi simplement entendre parler d'actu de la semaine, qui n'ont pas forcément envie de se taper 2 heures de Antoine Tartrou sur l'évolution du poste de pivot, ou alors Nico pendant 2 heures sur la carrière de Jabari Parker ou d'autres choses comme ça. Voilà. L'objectif c'est d'une part d'avoir une émission d'actu pour ceux qui veulent de l'actu toutes les semaines, et aussi une émission un peu tactique. Donc ça va être un peu notre défi. Le format d'ailleurs n'est pas fixe. Si vous avez des idées de petites rubriques, je suis totalement preneur pour le coup. D'ailleurs pour le nom aussi, je suis pas fixé. Pour l'instant je suis sur l'hebdomadaire. Voilà, je voulais pas tomber dans le jeu de mots Alexé, parce que l'abdo, vous voyez, ça sonnait pas bien, il y avait pas de jeu de mots en fait, parce que l'abdo, bon, il y a le jeu de mots en lui-même, mais ça veut rien dire, l'abdo. Ou alors les abdominaux, mais il n'y a pas trop de lien avec, avec le basket et la NBA. Quoique, je sais pas, donc... bref, si vous avez des idées de noms, hein, n'hésitez pas, jeu de mots ou pas jeu de mots, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis pas trop fixe, mais voilà. Non temporaire, probablement, possiblement plutôt, définitif, l'hebdomadaire. Mais n'hésitez pas à venir donner des noms, n'hésitez pas, si vous avez des propositions de rubriques, d'ailleurs, j'en ai déjà eu, j'ai oublié de le mentionner dans le podcast, on verra ça la semaine prochaine. Si vous avez d'ailleurs des remarques plus générales, hein, sur le format, n'hésitez pas non plus. Et puis, oui, sur les questions des auditeurs, vous pouvez venir sur le Discord, c'est peut-être le meilleur moyen, mais je mettrai aussi un tweet de manière hebdomadaire aussi, du coup, forcément. Et vous pourrez venir aussi poser vos questions sur les matchs de la semaine, ou vos remarques, hein, d'ailleurs. Pas forcément que des questions, mais aussi des remarques ou d'autres commentaires de ce type. L'espace auditeur, d'ailleurs, on pourrait peut-être renommer ça, plutôt que les questions, peut-être l'espace auditeur. Ça peut être aussi, est-ce que vous pourriez aujourd'hui, cette semaine, nous faire un focus sur, je sais pas moi, sur Shaedon Sharpe, ou sur Cam Thomas. Voilà, Cam Thomas, joueur intéressant, voilà, on est en décembre, ou on est en février, Cam Thomas, ça vaut quoi? Et avec mon invité, on pourra prendre 10-15 minutes pour faire un peu un profil, un focus en particulier sur lui. Donc voilà, je compte aussi sur vous, hein, pour cette émission hebdomadaire. Le but c'est de parler d'actu, de parler de tactique et aussi de faire participer les auditeurs.
Et donc, avec tout ça, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, oui, la prochaine fois, oui. C'est vrai qu'on a un top 100 à finir, nous. la nouvelle saison a commencé, mais on a quand même notre fin de top 100 à faire. Donc la prochaine fois, la syllabe, le top 100 du Basket Lab, épisode numéro 20, on s'approche de la fin. Et je ne sais pas encore précisément, mais je pense qu'on va un peu les enchaîner là pour finir, et pour clôturer ça définitivement, avant ensuite de passer à la nouvelle saison. Et puis voilà, donc la prochaine fois, épisode numéro 20 de la syllabe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le podcast pour inaugurer ce nouveau format. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.